Bonsoir à tous et à toutes. Alors c'est très étonnant, c'est franchement particulier, il faudrait que je fasse une étude pour comprendre ça. La semaine dernière, on avait un garçon, c'était Joseph, avec que des filles. Et ce soir, les filles sont minoritaires. C'est étonnant quand même, en fonction du thème peut-être. Donc en tout cas, bienvenue à vous de nous rejoindre, ceux qui nous rejoignent et les autres qui sont des habitués de ce cycle-là. Alors dans la com d'aujourd'hui, j'ai dit que c'était peut-être notre ultime cours. Mais finalement, en notant les thèmes qu'il fallait encore aborder, je me suis dit qu'en fait, il y aurait peut-être encore d'autres derrière. On verra en fonction de l'interaction, d'accord, et de combien on s'allongera dans les thèmes de ce soir. Ok, on refait un petit tour de table. Nous avons donc ici Thomas, Raphaël, Gabriel, Nessim Rava, Pierre-Antoine, Cécile, et Mickaël. Bravo. Normalement, c'est moi qui fais le tour, mais là, je vous ai fait confiance. Vous l'avez très bien fait. Vous connaissez bien vos prénoms. Bravo. Alors, on y va. Donc, ce soir, le premier des thèmes, je crois, qui était noté dans le message, que j'ai pas retenu, mais qui est dans le téléphone que je peux pas regarder, c'était au sujet du mazal. Alors, comment est-ce que je l'ai exprimé? Je ne me rappelle plus précisément. Mais en fait, l'idée va être la suivante. Est-ce que on peut espérer que en tombant sur son mazal, d'accord? Alors après, certains vont avoir des méthodes plus ou moins obscures pour espérer tomber sur le bon mazal. On va faire appel à des correspondances de prénoms numériques ou je ne sais quoi, d'accord? Pour espérer tomber sur le mazal. Alors d'abord, c'est faux, ça ne marche pas comme ça. Mais est-ce qu'en fait, il y a un moyen d'avoir un mariage heureux, plus heureux que d'autres, en tombant sur son mazal? Ou alors non, ça ne change pas, peu importe qu'on tombe sur son mazal ou pas, ça n'a aucune incidence, aucune conséquence sur le bonheur relatif qu'on pourrait vivre dans notre couple ou pas. Donc ça c'est, on va dire, la question, d'accord? Donc on va avoir effectivement cette idée reçue, parce que le thème c'était quand même idée reçue, d'accord? C'est le nom du cycle. Et ben oui, pour moi, en ayant parlé plusieurs fois avec des jeunes, il y a cette idée reçue de dire que il faut trouver à tout prix son mazal, c'est ça qu'on s'applique à chercher, et que si on a trouvé son mazal, alors là on est sûr que c'est parti, et on a toutes les chances que ce soit vraiment, que ça roule, et que ce soit sans accroc, aucun problème, d'accord? Alors, évidemment, d'accord. D'abord, est-ce qu'il y a des prises de position, des réactions, des idées? Rava, je te vois un petit rictus. Tu as quelque chose à dire? comme ça là. Ah, faut pas rictusser sinon alors. Moi j'ai une question. Bien sûr. J'étais pas là au cours précédent, mais c'est est-ce que du coup on a des âmes sœurs entre guillemets ou pas? Très bien. Alors, très bonne prise de parole de la part de Corinne. Non, Cécile. Je sais qu'il y a un C, c'est pas mal déjà. Un bon début. Donc Cécile, d'accord. Donc, alors la notion de l'âme sœur, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en connaissez? Est-ce que c'est une notion de chez nous ou une notion peut-être dans d'autres civilisations, d'autres cultures, mais pas chez nous? Ouais. Ça dépend si Mazal, on considère ça comme âme sœur. Et comment alors? Tu appellerais ça comment? Non, je sais pas si Mazal, c'est âme sœur. Si déjà, pourquoi pas? Si on doit estimer qu'il y a une âme sœur chez nous, alors oui, on appellerait le mazal, pourquoi pas? Il me semble que c'est peut-être la culture chrétienne. En gros, que dans la Bible catholique. Le Nouveau Testament, tu veux dire? Le Nouveau Testament, du coup, qu'une personne pourrait être destinée. D'accord. Elle t'était destinée depuis le début. Et donc chez nous, peut-être pas. Et chez nous, je sais pas du coup. D'accord. Une idée? Nissim? Il me semble que dans le Talmud, oui, il y a cette idée d'âme sœur, de mazal, mais je pense que c'est ça, par personne, on peut en avoir plusieurs dans une vie. Très bien. Alors, très bonne remarque, effectivement. Donc, dans la Gemara, clairement dans le Talmud, effectivement, il y a cette notion-là. Il y a écrit dans le Talmud, je ne pourrais pas vous dire exactement, je ne me rappelle plus précisément l'emplacement, où est-ce que c'est ramené, en tout cas, que avant la naissance d'un homme, déjà 40 jours avant la naissance, avant même la conception d'un enfant, non, avant la naissance, 40 Arwemium, Lifnei Aleda, non, je crois que c'est avant la naissance. On proclame, d'accord, dans les cieux, donc dans cette façon de parler, on proclame que bat ploni les ploni, c'est-à-dire la fille d'un tel a un tel. Donc en fait, oui, la notion du mazal, elle est vraie, elle existe chez nous, d'accord, c'est pas une notion qui vient d'autre part, elle est vraie, il y a une âme sœur, d'accord, une âme sœur pour chacun de nous. D'ailleurs, au passage, on pourrait peut-être s'interroger de pourquoi on parle d'âme sœur en parlant de bat ploni les ploni, la fille d'un tel pour un tel. On dirait que la fille, la femme, enfin, le féminin, c'est ce qui est accessoire, c'est ce qui est secondaire. Donc, on a l'homme et ensuite la femme qui vient et qui lui est greffée. En fait, donc ça peut paraître un peu misogyne, d'accord, comme beaucoup d'idées dans la Torah
qui peuvent paraître, quand on ne les étudie pas, misogynes, mais en réalité, c'est faux parce que tout simplement, la différence fondamentale qu'il y a entre un homme et une femme, c'est dans leur mission en fait. D'accord ? Les hommes et les femmes ont des missions totalement différentes et ça s'exprime de façon on va dire, vulgaire, d'accord ? Grossière, de la façon suivante. L'homme, il a des actions, on attend de lui une présence active, une présence, on va dire, visible, d'accord, dans le monde. Je ne parle pas dans le couple uniquement, dans le monde, d'accord. Alors que la femme, elle va avoir évidemment une mission aussi qui est grandiose, mais qui est beaucoup plus dans l'ombre, d'accord. C'est comme ça que la Torah définit la mission de chacun. Donc c'est pas étonnant de considérer que on va exprimer la chose de cette façon-là, de dire que c'est bat ploni, les ploni, la fille d'un tel à un tel, c'est un tel, le garçon qu'on met en avant comme étant soi-disant, on va dire la référence à qui on va affilier une âme sœur, d'accord ? Parce qu'en fait, dans la vision du monde, dans la perception qu'on a du monde, ben, c'est l'homme effectivement qui a la part active, d'accord ? C'est pour ça que c'est lui qu'on prend comme point de départ et à qui on affilie une âme sœur. En tout cas, cette âme sœur, elle est effectivement présente dans la Torah. Effectivement, il y a également la notion que tu as dite, Nissim, qui est le fait qu'on n'en ait pas une seule et unique. Il y a l'idéal, d'accord ? Et ensuite, il y a des plans B. Pourquoi il y a des plans B ? Parce que tout simplement, on a tous un cursus et on a fait des choix de vie qui sont les nôtres, d'accord ? Donc à la base, avant qu'on naisse, Dieu avait prévu, par rapport à telle âme, il y aura telle âme sœur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comment ça fonctionne ? Pourquoi est-ce qu'il y a cette attraction-là entre un homme et entre les hommes et les femmes ? D'où vient cette attraction ? Parce qu'en fait, on l'a déjà dit dans un des cours précédents, qu'à la création originale de l'homme, qu'on appelle Adam Arishon, à la base, ils ont été créés siamois. L'homme et sa femme, ils ont été créés siamois. Et ensuite, Dieu les a séparés. Et de la manière qu'il a séparé deux corps, il a séparé une âme en deux. Et ensuite, c'est comme ça que ça fonctionne pour nous tous. Donc en fait, à la base, au niveau du trône céleste, encore une fois, qui est une image qu'il faut comprendre, toutes les âmes sont contenues là-bas. D'accord ? Les âmes qui sont elles-mêmes des parcelles divines. Pour comprendre ça aussi, on est Chelek Elokam Imal, on est une parcelle divine. En fait, il y a une parcelle qui est à la base un bloc, qui ensuite va être coupé en deux, et on va envoyer une moitié dans le monde, dans un corps d'homme, et l'autre moitié dans un corps de femme. D'accord ? Donc, excusez-moi. Ouais, la vidéo continue. Ouais. Et donc du coup, on comprend très bien la notion d'âme sœur, parce qu'à la base, on était une seule et même entité, qui a été séparée en deux. Maintenant, le boulot, le principe va être de se retrouver. Donc à la base, oui, il y a une personne A pour une personne B, un homme pour une femme. Ça, c'est la notion de l'âme sœur. Maintenant, malheureusement, ensuite, on va faire des choix de vie qui ne seront peut-être pas les meilleurs. Et donc ensuite, ce ne serait pas du jeu, ce ne serait pas honnête qu'une personne, un homme qui a fait des choix de vie complètement à la ramasse, tombe sur la moitié qui, elle, a eu un parcours exemplaire. Ce ne serait pas équitable. Donc ensuite, évidemment, on prévoit des plans B, dans les deux sens, pour l'un comme pour l'autre. Le travail, évidemment, va être que on va essayer de faire le maximum pour arriver au moment du choix du conjoint en étant la personne la plus aboutie soi-même, d'accord ? La plus équilibrée, la plus mature, etc. pour avoir le plus de chances d'être la meilleure version possible de soi au moins à l'âge du mariage. Comme ça, ensuite, on tombe sur la personne en face de nous qui est dans la même situation. Si c'est le cas, on a beaucoup de chances de tomber sur notre âme sœur. Il faut savoir que l'âme sœur, le bon Dieu, il s'occupe pour faire les rencontres. D'accord ? Ça veut dire que des fois, on a l'impression que heureusement que, comme par hasard, quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu telle personne qui connaissait l'autre et qui... C'est des hasards. On voit ça comme des hasards. En réalité, Dieu, il a toutes les cartes en main pour réussir à nous faire rencontrer exactement la personne qu'il nous faut, au moment où il nous faut, celle qu'il nous faut. D'accord ? Il faut le comprendre. Non, effectivement, quelqu'un qui n'a pas eu cette chance d'être au mieux de sa forme, on va dire, au niveau de sa personnalité, au moment de son choix, de sa volonté de se marier, il risque de passer à côté de son vrai mazal, de tomber sur quelqu'un d'autre. Est-ce que justement, donc là ça renforce un peu notre question, est-ce que justement le fait de ne pas être tombé sur notre mazal, finalement on est mal parti, peut-être même c'est voué à l'échec. C'est mort, puisque à l'origine on avait deux âmes sœurs, deux demi-âmes qui étaient censées se retrouver. Finalement, tu mets deux demi qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, c'est mort. Ça va clasher, ça va exploser, c'est mort. Et donc dans l'autre sens, si on prend dans l'autre sens, par contre, si je tombais sur mon âme sœur, c'est parfait. On a deux demi-âmes, elles se retrouvent, c'est fini, c'est love story toute la vie, et ça roule tout seul. D'accord ? Donc en fait, évidemment que ce serait trop beau si c'était comme ça. D'accord ? Évidemment que non, ce n'est pas le cas. Malgré le fait que
qu'on tombe, et on espère tomber sur notre mazal, malheureusement, ce n'est pas du tout un gage d'une vie facile, d'une vie où tout roule et qu'on se comprend sans se parler et on accepte l'autre exactement comme il est, parce que finalement, c'est nous-mêmes, c'est notre moitié qui est face à nous. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, le mazal, quand on définit la notion même du mazal, le mazal, en fait, ça comporte plein de choses. Quand on parle du mazal, on avait déjà fait un cours sur le mazal il y a quelques temps. Le mazal, ça comporte plein de choses. En fait, ça comporte, c'est quoi le mazal? La notion du mazal, c'est quoi? C'est le mazal, le destin. Pardon, oui? Oui, c'est ça, le destin. Oui, le destin. C'est quoi le mazal? En fait, c'est la somme de tous les outils qui sont fournis à un homme pour mener à bien sa mission de la meilleure des manières. Ça veut dire, moi, j'ai une mission dans la vie. Toi, tu as une mission. D'accord? Toi qui t'appelles Thomas. D'ailleurs, Thomas, il a une mission. D'accord? Comme Cécile, comme Gabriel, comme Raphaël, comme tout le monde. Ouais. Eh bien, on a une mission. Cette mission, elle est propre à nous. D'accord? Et si tu ne la remplis pas, eh ben, il y aura un vide béant. Il faut que tu la remplisses. Sauf si quelqu'un, finalement, va prendre sur lui de remplir ta mission. À ce moment-là, c'est péjoratif, c'est très négatif que tu n'aies pas eu les capacités de remplir ta mission pour laquelle tu étais armé et quelqu'un d'autre va le prendre à ta place. Alors justement, quand on a une mission, on a les outils qui nous sont donnés pour remplir bien cette mission. Donc les outils, c'est tout ce qu'il faut pour remplir ta mission. Il te faut un certain QI parce que tu es voué à faire tel développement, telle recherche, telle évolution, et tu as le QI nécessaire. Il te faut des moyens financiers, tu les as. Il te faut une épouse, d'accord? Parce qu'il faut quelqu'un qui t'accompagne, qui soit dans le même sens que toi ou pas, parce que des fois il faut quelqu'un qui soit face à nous pour nous mettre face à nos erreurs, d'accord? Et réussir à nous remettre dans le droit chemin. En tout cas, tu as exactement tous les outils, entre guillemets, parce que la femme elle en fait partie, d'accord? Pour mener à bien ta mission. D'abord, c'est ça la notion du mazal. Donc la femme que tu vas avoir face à toi, elle fait partie de cela. Elle est là pour réussir à t'aiguiller et à t'accompagner, parce qu'elle aussi elle a une mission qui est la sienne, donc toi aussi tu es là pour elle, d'accord? Pour cela. Mais est-ce que ça veut dire, comme on l'a dit, que ce sera tout le temps tout rose? Non, parce que tu viens avec tes failles, avec tes erreurs, avec tes manquements, on va dire, comportementaux et humains. Et ensuite, il faut, pour que tu mènes à bien ta mission, il faut résoudre tout ça. Donc elle va être face à toi, et quelquefois ça peut partir un peu dans tous les sens. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle t'aide, c'est ça le principe, qu'elle t'aide et qu'elle t'accompagne. D'accord? Et donc en fait, oui. Comment est-ce que les sages expriment justement ce principe-là que nous ayons tous une mission différente? Elle exprime de la façon suivante. Le Talmud dit, de la même manière, Keshem Shipart Soufehem Shonim, de la manière que leurs visages sont différents. D'accord? On sait bien qu'il n'existe pas de sosie parfait. D'accord? Même des vrais jumeaux ou des vraies jumelles, il y a quelques petites nuances, c'est pas des sosies parfaits. D'accord? Donc on a tous, non? Des jumeaux? Ouais. Et parfait? Vrai jumeau, même embryon, parfait. Puis maintenant, mais quand on était jeune, oui. D'accord, parce qu'il y a on va dire... Très... D'accord, il y a des traits qui sont encore proches, mais après on se fait chacun son identité. Oui, bien sûr. Voilà. Et en fait, le Talmud nous dit, de la même manière que Partsoufem Shonim, d'accord, leurs visages sont différents, car Deotm Shonot, pareil aussi, leurs personnalités en fait sont différentes. D'accord? C'est une réalité, et donc le fait même que nos personnalités soient différentes, ça nécessite justement ça exprime justement le fait que nous ayons une mission différente. Parce que qui dit personnalité différente, on dit potentiel différent, on dit mission différente. D'accord? Et donc c'est pour ça que puisqu'on a chacun une mission différente par le fait que nous ayons une personnalité différente, il nous faut une épouse différente. D'accord? Parce que chacun a besoin de quelqu'un qui va s'embriquer bien avec ce qu'il est lui pour mener à bien une mission. Très bien. Donc en fait, ce qui se passe, comme le dit le Maharal si bien, d'accord? Bonsoir, bienvenue. Ton prénom s'il te plaît? Myriam. Myriam, bienvenue Myriam. Merci. Je t'en prie, tu peux t'asseoir peut-être Cécile. Oui, pardon. Et donc, une idée phare du Maharal de Prague, peut-être l'idée la plus connue du Maharal, si vous l'avez jamais entendue, alors écoutez-la maintenant et vous connaîtrez vraiment une des spécificités du Maharal, c'est de dire que l'homme, il vient avec un potentiel précis, d'accord? Un potentiel qui, pour certains et certaines, peut être énorme. Et le travail de tout homme, même si c'est un potentiel qui est moindre, le travail de tout homme, dit le Maharal, c'est de transformer le potentiel en réel. Voilà le travail qu'on a. D'accord? C'est-à-dire qu'on vient sur Terre, on a un potentiel, comme on l'a dit, à plein de niveaux. D'accord? On va avoir un certain équilibre aussi humain, comportemental, donc on est plus ou moins patient, on est plus ou moins sensible à l'écoute des autres, etc. Ça, c'est un potentiel qu'on a. Mais ce potentiel, on peut soit l'exploiter, soit le laisser mourir. Le travail va être d'exploiter tout notre potentiel. Et bien en fait, ça, c'est ce qui se passe aussi dans le mazal. Donc moi j'ai un potentiel A, ma femme a un potentiel le sien,
Et ensuite, le travail va être, puisque maintenant on m'a donné la femme qui est adaptée à pouvoir exploiter au mieux mon potentiel, maintenant le travail il est de l'exploiter. Mais je peux très bien faire la sourde oreille et tourner le dos à mes obligations, d'accord, à ma mission dans la vie, et ensuite le potentiel que j'avais qui était parfait. Donc j'avais la femme qui était idéale, avec elle je pouvais accomplir exactement ce qu'on attendait de moi. Et elle pareil de son côté, elle avait une mission, elle avait exactement le mari qu'il lui fallait pour mener à bien sa mission dans les moindres détails. C'est ça l'idée du mazal. Mais ensuite, c'est à nous de faire le choix. Je prends à bras le corps cette mission-là et je m'en occupe et je m'y adonne ou pas. D'accord ? Donc oui, le mazal, la notion de l'âme sœur, c'est une notion qui est fondamentale. Ça veut dire que oui, on a la possibilité avec la personne qui est face à nous de mener à bien la mission qui est la nôtre, qui nous est propre, de la meilleure des manières. Mais évidemment, si on attend les bras croisés que ça se fasse seul, il ne se passera rien. Le travail, comme c'est le cas de façon individuelle, c'est le cas dans le cadre du couple, c'est ce potentiel-là de le développer, d'accord, de l'exploiter. Oui. Comment ça se passe si une personne pense que la personne en face de soi c'est son mazal et inversement la personne en face pour lui non, Donc ils se sont rencontrés et l'un est sûr, en fait, alors il faudrait peut-être revenir à la notion justement de la définition de ce qu'est le mazal, mais pourquoi est-ce qu'on pense que quelqu'un face à nous est notre mazal ? On a l'instinct de sentir, et l'autre il n'a pas la même sensation. Alors en fait, la sensation, le sentiment que tu exprimes comme étant ce qui nous permet de croire que l'autre est notre mazal, en fait c'est peut-être pas le vrai sentiment. D'accord ? Parce qu'en fait c'est plus si c'est une forme de compagnie agréable. D'accord ? On sent que la personne en face de nous, elle nous comprend, on est sur la même longueur d'onde. Mais est-ce qu'on peut parler de mazal ici ? Pas nécessairement. Parce qu'en fait, quand on a parlé du mazal, on dit que c'est la personne qui me permet, c'est un des outils qui me permet de mener à bien ma mission. Donc en fait, on pourrait parler de mazal quand en fait c'est le ressenti qu'on a face à l'autre, de sentir qu'il est vraiment adapté à nous, c'est un ressenti non pas émotionnel mais intellectuel. Tu vois ce que je veux dire ? En général, dans ce type d'expression, c'est vraiment sentimental. C'est le cœur qui parle, c'est pas la raison. C'est de dire, waouh, on s'entend tellement bien et son sourire Non, mais pas physique, mais par exemple, quand on fait un shidour, on parle des choses, de c'est quoi, par exemple, ce qu'on voit pour l'avenir, etc. Avoir d'être sur la même longueur d'onde sur, pour l'instant, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien, c'est juste intellectuel, c'est neutre. Oui, c'est neutre. Au début, c'est neutre. Sur la première fois, il n'y a pas de... Spécialement sur le physique ou les longues distributions à la rallonge où on peut créer de l'attachement, du sentiment, de l'émotion. Et là, il y a son sourire, son truc. Là, c'est vraiment de dire, tous les trucs que j'attends, ça me correspond. C'est la personne idéale. Pas forcément physiquement, pas forcément... Très bien. C'est la carrière, vraiment d'un point de vue intellectuel. Typique, Très bien. Alors en fait, ce que tu dis, en fait, ça rejoint ce qu'on vient de dire, c'est qu'effectivement, donc tu as une personne qui avait certaines attentes, d'accord, on a parlé de ça ensemble, Rava, une personne qui a certaines attentes, qui a, on va dire, un cahier des charges quasiment, d'accord, en espérant, voilà, elle veut construire ça, elle veut développer ça, donc il lui faut quelqu'un qui soit compatible avec ces valeurs-là, avec ces idées-là, donc elle est face à la personne, et ça remplit. Donc elle le ressent, c'est mon mazal, puisqu'elle a compris que le mazal, donc c'est de la bonne façon, que le mazal c'est celui qui va lui permettre d'aller au bout de sa vie, de ce qu'elle veut faire, de ce qu'elle veut développer, ce qu'elle veut créer. Donc c'est parfait. Mais l'autre en face, soit n'a pas la maturité de savoir qu'est-ce qu'il veut réellement, qu'est-ce qu'il recherche, parce qu'il ne se connaît pas lui-même. D'accord ? D'ailleurs au passage, on glisse quand même une information importante, c'est que Rabban Chetrit, il le répète tout le temps, c'est que la grande majorité, je ne sais pas comment ce qui chiffre ça, mais l'énorme majorité des problèmes qui surviennent dans les couples après le mariage, en fait, ce sont des problèmes qui étaient présents déjà chez l'un ou l'autre des conjoints, des fois chez les deux, avant le mariage, qui n'ont jamais été résolus. C'est juste qu'ils sont restés, ils ressurgissent dans le couple, mais en fait, ça n'a rien à voir avec le couple. C'était déjà antérieur à ça. C'est-à-dire que souvent, les gens viennent et se marient avec une immaturité certaine, d'après certains, enfin, souvent, pour certains, c'est une vraie immaturité, pour d'autres, ça reste un peu plus léger, mais en tout cas, on arrive avec ça, donc on tire avec nous nos casseroles, d'accord ? On arrive dans le mariage, et donc en fait, des fois, c'est deux lots de casseroles qui se réunissent, d'accord ? Des fois, c'est qu'un des deux, mais concrètement, on va mettre sur le compte du mariage et du couple des problèmes qui en fait étaient déjà présents avant, qui sont inhérents à la personne elle-même. Donc, une seconde tout de suite, Cécile. Donc maintenant, quand tu as cette personne-là qui est en face, dit non, je ne sens pas que c'est mon mazal, alors soit ça peut venir de l'immaturité, parce que c'est même pas ce qu'elle cherche, donc elle n'a même pas vu est-ce que la personne en face peut remplir ses attentes, d'accord ? Soit ça peut venir simplement qu'elle a d'autres attentes.
D'accord ? Elle voyait, elle recherchait une personne face à elle qui aurait d'autres facultés, d'accord ? D'autres spécificités. Et finalement, elle ne tombe pas sur ça. Alors, c'est pas dit que ce soit vrai. Peut-être qu'en fait, la personne en face avait un mauvais jugement, des mauvaises attentes. D'accord ? Parce que des fois, on peut venir avec des attentes qui ne sont pas légitimes. Et donc, du coup, on se dit, bah non, c'est pas rempli, je prends pas. Alors qu'en fait, non. Il faut revoir tes attentes, il faut revoir tes objectifs, il faut revoir tes priorités. Peut-être que ce que tu as face à toi, c'est très bien, c'est ce qu'il te faut. C'est juste que toi, tu n'avais pas, t'as pas eu t'as pas les bonnes attentes. D'accord ? Ok ? Bah, ça, j'ai envie de Excuse-moi, juste Cécile. D'accord ? Parce qu'elle était avant, excuse-moi. Ouais, Cécile. Oui, c'est juste. Alors, je suis d'accord sur le principe que quand on se met en couple avec quelqu'un, même si c'est le Mazal ou pas, on travaille sur soi, on fait des efforts, etc. Mais est-ce que la question c'est si c'est Dieu qui met deux personnes sur le même chemin, est-ce qu'il va pas les mettre au bon moment? Pas que ce soit des personnes parfaites sans défaut, mais une personne qui se connaît déjà elle-même ou qui sait déjà ce qu'elle cherche avant de rencontrer son Mazal, justement. Alors, on va dire que, en fait, on revient, si tu veux, à une réflexion, on va dire, vraiment idéologique et essentielle, d'accord, centrale dans le judaïsme. C'est la part de la prédestination face au libre arbitre, d'accord ? C'est un équilibre qui est extrêmement tendu et délicat, de savoir à quel point c'est moi qui gère ma vie, d'accord ? Et à quel point il y a une part du divin. C'est très complexe, d'accord ? Mais ce qu'il faut comprendre de façon simple, c'est que la finalité, ça c'est le Rav Wolbe qui dit à la fin, la finalité, donc on peut le dire tout de suite, elle est que la personne avec qui tu te marieras, comme ça le Rav Wolbe le dit, ce sera la personne qui était prévue pour toi. Ça, c'est une certitude qu'il faut avoir. Maintenant, les chemins qui t'ont permis d'y arriver, ça, effectivement, ils peuvent être multiples. Il peut y en avoir des milliers. Est-ce que ça veut dire que tu es tombé avec la personne qui était idéalement prévue pour toi? Peut-être pas, parce que comme on l'a dit, tu as eu un chemin qui était le tien. Et peut-être que tu ne méritais pas d'avoir la personne qui était prévue pour toi à la base. Mais on ne peut pas dire que finalement, je me laisse porter et que vu que c'est Dieu qui va organiser pour qu'on se retrouve, alors on se retrouvera quoi qu'il se passe. Non, pas nécessairement. D'accord ? Mais, du coup, comment la personne elle peut être prévue depuis le début si au final c'est mes chemins? Parce que c'est l'idéal. C'est le chemin idéal. C'est-à-dire, quand on vient à la base, comme on l'a dit, on est deux demi-âmes. D'accord ? Donc ça a été coupé. Donc évidemment qu'on est prévu pour se retrouver. Donc il va mettre une demi-âme, Dieu, dans un homme avec des facultés très très précises pour une mission très précise. L'autre moitié dans une femme qui a aussi une mission des facultés très précises. Donc cette âme-là, elle est accompagnée de toute une recette, ce qu'on appelle l'ADN, d'accord ? Qui fait que s'ils font chacun les choix qui sont les leurs après ensuite, d'accord ? Et qu'ils font les bons choix, ils ont exactement les bons outils pour se retrouver. D'accord ? Parce que si tu vas avoir quelqu'un qui va être extrêmement brillant et l'autre pas du tout, ils vont avoir des chemins de vie peut-être trop différents. Je donne un exemple, mais ça peut complètement être faux. On peut trouver des gens qui ont des QI totalement opposés pourtant qui se retrouvent parce qu'ils ont un chemin qui se retrouve. Mais imaginons comme ça, grosso modo, si tu veux qu'ils se retrouvent à la fac, il faut qu'ils soient ensemble dans les études. Si y en a un qui c'est une quiche et qui va finir je sais pas quoi, ils ne pourront pas se retrouver. C'est un exemple, je dis ça très grossièrement. D'accord ? Mais dans l'idéal, si on fait les bons choix dans notre vie, on se retrouvera. Et si on fait les mauvais, du coup, par exemple, si moi je fais les mauvais choix et l'autre, la personne qui m'était prévue, elle fait que les bons choix, est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un d'autre? Alors, certainement qu'au moment où elle décidera de se marier, on lui donnera, d'accord, un deuxième lot, d'accord, qui n'était peut-être pas l'idéal, certainement pas l'idéal, mais qui est adapté maintenant à ce qu'elle est maintenant. D'accord ? Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'être complètement éloigné et se retrouver finalement. D'accord ? Chacun est libre ensuite. C'est pour ça qu'on a déjà parlé de ça, quand on a parlé des fondamentaux pour venir se marier, on ne peut pas venir se marier. Le Rav Hirsch, je ne l'ai plus tout de suite sous les yeux, il était un peu plus haut, il disait clairement qu'un homme, avant de venir réfléchir à se marier, un homme ou une femme, il faut d'abord développer des fondamentaux, on va dire un travail déjà personnel avant de songer à se marier. Parce qu'on ne va pas songer à construire quelque chose en couple, d'accord, en équipe, si nous-mêmes on n'est pas déjà formés. Tu ne prends pas un joueur que tu jettes dans une équipe si lui-même il n'est pas suffisamment bon de façon autonome. D'accord ? Donc c'est pareil. Donc il faut d'abord travailler sur soi. Et si on a fait le travail maximal sur soi, alors on peut espérer tomber sur la personne qui est idéale pour nous. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ensuite tout va rouler. Oui. Évidemment que non. Et si par exemple moi je fais les mauvais choix et puis qu'à un moment je me dis j'ai fait n'importe quoi et je finis par faire les bons choix, et que j'ai laissé passer, on va dire, la première fois, ça veut dire que je pourrais quand même rencontrer quelqu'un d'autre. Bien sûr, évidemment, sans le moindre doute.
Alors d'abord Raphaël, excuse-moi ici. Non, tu as un peu parlé d'immaturité et est-ce que c'est immature de ne pas savoir quels critères pourraient correspondre à notre mazal? Alors, excuse-moi, est-ce que j'ai pas appuyé sur... j'ai pas mis en pause ou j'ai pas arrêté? Non, c'est bon, ça continue. Ça continue. Je vais arrêter de jouer avec ça moi. Alors, est-ce que c'est l'immaturité de ne pas savoir? Qu'est-ce qui pourrait correspondre à notre mazal? la Alors, personne qui nous destine? c'est une certaine forme d'immaturité, mais qui n'est pas grave, parce que tu as peut-être, toi ou d'autres, n'a jamais pris conscience, n'a jamais entendu, on n'a jamais appris qu'il fallait justement développer une certaine maturité dans laquelle je ressens que j'ai une mission dans la vie, et qu'ensuite je me commence à me dire, bon alors il faut que je comprenne quelle est ma mission. Ça c'était, encore une fois, le thème d'un autre cours, qui était justement de définir quel est notre rôle, quelle est notre mission sur Terre. D'accord? Il y a un exercice qui est même, que j'ai vu, qui est proposé même chez les non-juifs, hein, l'exercice du cercle, d'accord? Avec les compétences. Donc on inscrit dans le cercle les compétences que l'on a, d'accord? Les outils que l'on a, et à l'extérieur du cercle, ceux que l'on n'a pas. Et ça permet de définir qu'est-ce qu'on attend de moi, d'accord? Parce qu'on a dit, on est tous différents, d'accord? Thomas, il a certaines aptitudes que tu n'as pas, tu en as d'autres qu'il n'a pas, etc. Alors on ne dit pas qu'ensuite on vient et on fait avec ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas et on ne travaille pas, on n'évolue pas du tout. Mais il y a certaines choses que certains ont plus que d'autres. Et s'ils ont plus que d'autres, même sans s'être travaillés, c'est pas anodin, c'est pas pour rien. Quelqu'un qui est particulièrement à l'aise dans l'écoute, d'accord, dans l'attention, dans la sensibilité qu'il donne aux autres, eh ben, certainement qu'on attend de lui quelque chose qui va faire usage de cela. C'est pas pour rien. On lui a pas donné ça pour rien. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que rien de ce qu'un homme a ici, en termes, on va dire, de facultés intellectuelles et humaines, rien n'est en trop. Rien. Pas le moins, pas un petit chouïa, que dalle. C'est exactement, c'est prévu, c'est la recette précise pour mener à bien sa mission. Donc une fois qu'on a réussi à mettre le doigt sur exactement ce que je suis, ce que j'ai comme compétence, eh ben, je peux beaucoup plus facilement me diriger vers ce qu'on attend de moi. Donc une fois que je sais ce qu'on attend de moi, parce que j'ai compris, oui, je vois que je suis comme ça, donc c'est-à-dire que logiquement, on attend de moi dans cette direction-là. Ou alors on voit, non, pas du tout, moi je suis plutôt différent, parce qu'on est tous différents les uns des autres, c'est une recette différente, on a tous un ADN différent. Et bien une fois que j'ai mis le doigt, en tout cas j'ai tenté de faire de la meilleure manière possible sur ce que je pense être ma destinée, ma mission, et bien ensuite, oui, maintenant j'ai les outils nécessaires pour réussir à chercher de la manière la plus juste possible, d'accord, la personne qui va correspondre à cela. Okay. Si moi j'estime avoir une mission A et que la personne en face n'est pas capable d'assumer cette mission avec moi, c'est qu'elle n'est peut-être pas la bonne, ou peut-être je me suis trompé. Donc il faut réfléchir, voir si j'ai fait le bon calcul. Souvent, on dit ça dans ce cours-là, souvent il faut avoir l'humilité de consulter des gens autour de nous. Parce que certaines fois on va avoir une vision de soi qui n'est pas 100% véridique. D'accord? Qui n'est pas juste. Et certaines fois, les gens vont dire non, pas du tout. Tu estimes, par exemple, on va souvent se mésestimer. D'accord? Se sous-estimer, estimer que non, nous, on n'est pas capable de ci et de ça. Nous, on n'a pas cette aptitude. Alors en fait, quelqu'un autour de nous va dire mais pas du tout, mais tu te rends même pas compte. Tu es largement au-dessus de la moyenne, tu es tout à fait capable de ci et de ça. Et donc en fait, ça nous permet justement de pouvoir mettre le doigt sur ce qu'on attend de nous. Et ça, c'est une étape indispensable avant de se lancer dans le mariage. Alors, je ne dis pas que quelqu'un qui ne l'a pas fait, qui s'est marié, alors ça finira en divorce, pas nécessairement. La maturité, on peut ensuite la développer. On peut ensuite la travailler pour maintenant comprendre, ok, maintenant j'ai une mission, et maintenant on va travailler ensemble dans cette mission-là. D'accord? C'est jamais perdu. Mais évidemment que si on veut se donner le maximum de chances pour arriver et ne pas se casser la figure, il faut avoir fait le travail en amont, déjà de définir notre mission avant de réussir à mettre le doigt sur ce qu'on va faire ensemble. Ok. Ouais, Nissim? Oui, Ra, vous aviez parlé tout à l'heure de la majorité des soucis qu'on a après le mariage, justement, ça se vient, oui, justement, une partie de la maturité avant, justement, le mariage. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous diriez que c'est la minorité, justement, des soucis après le mariage? Si ce n'est pas l'immaturité, qu'est-ce que ça pourrait être? Ah non, alors ça va, quand je dis l'immaturité, c'était plutôt les casseroles d'avant. C'est-à-dire j'avais des problèmes avant, ces problèmes je ne les ai pas résolus, d'accord? Comme c'est le cas pour beaucoup de gens, d'accord? On a des soucis, on a plein de choses. Et en fait, on est venu avec dans le mariage, donc voilà, vu que c'est pas résolu, bon bah alors ça reste ici. Et évidemment, après dans le mariage, vu qu'il y a d'autres impératifs qui se rajoutent, ça fait que mettre en valeur et amplifier mes problèmes d'avant. D'accord? Donc ça explose et on va mettre ça sur le compte du mariage. Alors en fait, c'est déjà présent avant. Mais Gabriel? J'ai juste une question par rapport au choix tout à l'heure. Tu sais, tu disais les bons et les mauvais choix, mais je pense que c'est déjà un cours peut-être qui a déjà eu lieu.
Mais comment tu définis les bons et les mauvais choix que tu fais dans ta vie? Ben, en fait, Comment ça se définit? alors C'est- évidemment qu'il y a les choix spirituels, d'accord, les choix de vie. C'est-à-dire, je décide de m'inscrire dans un certain chemin de respect, de la tradition, des mitzvot, etc. Et ou pas, d'accord. Et ensuite, il y a tous les choix qui sont beaucoup plus, on va dire, terre à terre, ou en tout cas qui n'ont pas de lien avec la religion, qui vont être des choix tout simplement de maturité, d'études, d'implication, de motivation, d'accord. Quelqu'un, ben voilà, il avait un potentiel il aurait pu finir PDG, d'accord, ou je sais pas quoi, chef d'entreprise, et finalement, ben, il s'est laissé porter, il était fainéant, il s'est pas investi dans ses études, et donc il arrive, bon bah, il est technicien de surface, ok. En gardant tout le respect pour être technicien de surface, on a besoin d'eux. Mais malgré tout, c'est pas pareil, d'accord. Donc évidemment, il a fait les mauvais choix dans sa vie. Et maintenant, si on a une personne en face qui, elle, avait une mission qui s'inscrivait dans le fait que son âme sœur soit PDG, pour quelle raison, j'en sais rien, trouve-les toi toute seule, d'accord. Parce que, je sais pas, d'accord, chacun peut développer tout seul. Et ben du coup, la personne en face, ben non, elle va plus tomber sur lui, puisque elle a fait son parcours. Elle a fait ce qu'il fallait pour arriver et être en face de quelqu'un qui aura tel et tel cursus. Cursus, comme on l'a dit, à plein de niveaux, d'accord, humain. Quelqu'un, normalement, il aurait pu devenir une personne hyper agréable, hyper tolérante, hyper sympathique, tout ce que tu veux. Et en fait, non, bah, il s'est laissé porter, influencer. Il est devenu une personne insipide ou une personne mais insupportable. Il n'y a aucune raison que cette personne tombe avec l'autre en face qui est un bijou. D'accord. Et ben non, donc il aura quelqu'un d'autre. Donc en fait, quand on parle de bons choix et de mauvais choix, c'est à tous les niveaux. Il n'y a rien qui échappe à cela. Vous allez me dire, bah, alors c'est impossible qu'on vive sur son âme sœur. Je ne sais pas. On ne sait pas. Personne ne peut le savoir. Personne ne peut savoir. Juste ce qu'il faut retenir, c'est ce que Rav Wolbe dit, d'accord, que je répète, c'est que peu importe que ce soit ou pas l'âme sœur idéale avec laquelle on aurait dû se marier dans le meilleur des cas, concrètement, une fois qu'un homme et une femme passent ensemble sous la roupa, il faut qu'ils aient la certitude, sans le moindre doute, sans la moindre ombre au tableau, que c'était la personne qui était prévue pour eux par Hachem. Sinon, si ce n'était pas prévu, Hachem ne laisse pas un mariage se faire. On a déjà vu des mariages qui se cassent la veille, d'accord, la veille, la semaine d'avant, des mariages qui ne se font pas en dernière minute, d'accord. Parce que si Hachem ne veut pas que ça se passera pas. Okay, si ça s'est fait, c'est que c'est comme ça. Et c'est indispensable d'avoir ça en tête. Et on rejoint une idée qu'on avait déjà mentionnée dans un des autres cours, c'est que une personne, moi ça m'est déjà arrivé une fois quand j'ai formé un khatan au mariage, on parlait ensemble et je ne sais pas comment on est arrivé à parler de ça, il me parlait du fait d'avoir des comptes séparés, d'accord, pas un compte joint, mais des comptes séparés. Alors je lui disais mais pourquoi? Il me disait on ne sait jamais. Je lui dis alors si on ne sait jamais, frérot, on arrête là. Bah non, c'est pas ça. Alors il y a autre chose, il y a d'autres calculs. Moi, mes parents m'ont toujours dit le jour où tu te maries, pense au divorce. Pourquoi? Tu prépares ton divorce parce Ah que non. pour le moment, moi ils m'ont toujours dit. Alors c'est ce que je suis en train de casser. Ça fait plus de 25 ans qu'ils sont mariés et tout se passe bien. Tant mieux. Mais ils ont prévu le jour, c'est au cas où ils divorcent. Pourquoi? Parce que pour l'instant ils s'aiment. Donc avant de se marier, on s'aime, il y a tout ce qui va bien. Et quand on divorce, c'est le moment où tout va mal. Donc pour pas casser l'autre, pour pas le tuer Le l'autre, briser, ouais. le briser, on prépare les papiers, tout ce qui est à faire, séparation de biens, etc. Avant, comme ça, on part pas en guerre après. Alors, si jamais il y a un après. Alors, j'entends, j'avais jamais analysé la chose de cette façon-là. Ils ont fait le testament, ils ont. Ouais, incroyable. Ils sont quelle origine tes parents? Mon père il est marocain, ma mère ashkénaze. Ah ouais, d'accord, bon. Ça a dû jouer aussi. C'est une idée de la maman. Ça a dû jouer, ouais. Ils ont déjà divorcé avant, ils sont mariés. Ok, donc il y a aussi un vécu. Ils ont connu le divorce. D'accord, donc il y a aussi ça. Alors, mais ils ont appris que voilà. d'accord. Alors peut-être c'est aussi à cause d'un vécu. Mais de ce que nous, on transmet et ce qu'on a reçu, on n'a pas inventé ça, mais de ce qu'on transmet, c'est que, en fait, un couple qui commence avec l'hypothèse qui est présente, même dans un tout petit coin de la tête, de on ne sait jamais en divorce, et bien en fait, dans énormément de cas, ça finit en divorce. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu as laissé cette porte ouverte, et ben il y a une petite voix qui te reglisse tout le temps, qui te rappelle que cette éventualité, elle existe. Et donc, quelque part, ça te pousse à moins t'impliquer, moins t'investir, parce qu'au pire, c'est une option qui existe, et ce sont des mots qui sont exprimés. Nous, quand on forme justement les jeunes filles, les jeunes hommes, pour ma femme, pour moi, et ben, on leur dit il y a des mots qui sont des mots interdits. Comme Voldemort, c'est le mot divorce. D'accord ? Le mot divorce n'existe pas.
ce type de mot, de lexique, d'accord, qui fait référence à ça, même en tant que blague, d'accord, que pique, ou voilà, un petit moment de tension ou quoi, de mentionner ce mot-là, c'est une chose qui ne doit pas exister. Parce que malheureusement, quand on le mentionne, quand on le met sur la table, quand on l'exprime uniquement, on l'évoque, eh ben, malheureusement, ça fait son petit bonhomme de chemin dans notre tête, et il y a des petites choses qui vont s'accumuler, d'accord, et qui vont peut-être après finalement légitimer quelque chose qui normalement n'avait pas sa place. Alors après, dans ton cas à toi, d'abord c'est peut-être une exception, d'accord. À part ça, tu m'as dit aussi il y a un vécu particulier, d'accord. Il y a des antécédents. Par exemple, vous avez un mari, il veut faire les affaires. Très bien. Il est dans les business. Très bien. Il fait une arnaque, c'est la Très bien. pour lui. Ça c'est parfait. Ça, j'en ai parlé justement avec le khatam en question. Je lui ai dit, si c'est pour une question de protection de l'autre, avec plaisir. Si c'est ça la raison, c'est ça la motivation. Mais les deux, on se protège. Le fait de préparer un divorce en amont, quand il y a de l'amour, on protège l'un et l'autre. Alors, dans un couple équilibré normal, et on va dire dans un couple où il n'y a pas ces risques-là financiers ou autres, on n'est pas censé avoir besoin de ça. D'accord ? Alors, on n'est pas en fait censé prendre en considération cette éventualité. Pourquoi prendre ça en compte ? Pourquoi alors qu'on vient de se marier, d'accord ? Parce que ces gens-là, en général, ils font ces contrats de séparation de biens au moment même du mariage. Pourquoi maintenant, alors que tout est beau et qu'on espère, maintenant, quand on se marie pas avec l'éventualité de peut-être finir en divorce. On se marie pour vivre heureux jusqu'à 120 ans, d'accord ? Ensemble. Pourquoi envisager cela ? Alors, tu me dis, c'est pour un problème, pour éviter que plus tard, ça se passe mal. C'est une bonne motivation. Peut-être que si c'est vu uniquement de cette façon-là, peut-être que c'est moins grave que chez d'autres. Mais chez certains, c'est pas ça. C'est juste, on ne sait jamais. On ne sait jamais qui n'est pas réellement une prévention, c'est juste on ne sait jamais. Ce on ne sait jamais-là, ou cette évocation-là de cette notion du divorce, ça par contre, c'est gravissime, parce qu'on laisse ouvert quelque chose qui ne devrait pas être ouvert. Parce qu'on doit maintenant être clair et net, quand on se marie avec la personne qu'on a face à soi, on va aller au bout. Comment on va aller au bout ? Évidemment, en faisant le travail nécessaire. Okay ? En prenant sur soi, en étant capable de s'effacer pour l'autre, etc. etc. D'accord ? Comme on l'a dit, le mariage, ce n'est pas prendre, c'est donner. Rav Dessler, il dit ça clairement, que un couple touche à sa fin quand l'un des conjoints ou les deux conjoints commencent à attendre de l'autre plutôt qu'à donner à l'autre. Voilà. Alors, souvent, quand on se marie, quand on est très jeune, c'est ce qui nous motive. D'accord ? On recherche chez l'autre des apports qu'on n'avait pas. Des apports émotionnels, sentimentaux, ça nous rassure, il y a une écoute, il y a une présence, même pour certains, c'est même beaucoup plus terre à terre, s'occuper de moi, me faire à manger, bon voilà, d'accord ? Mais en tout cas, on a des attentes. Et donc, au début, ça peut venir de cela. Mais d'abord, nous, quand on forme, on explique que c'est pas du tout comme ça que ça marche. On ne doit pas venir, on ne doit pas s'introduire dans un mariage, dans un projet de mariage, en ayant des attentes de l'autre. On doit être dans l'état d'esprit que je vais maintenant donner à l'autre. Je vais donner ma vie à l'autre, d'accord ? Et chacun fait ça pour l'autre. Mais même si ce n'était pas là depuis le départ, il faut le comprendre rapidement. Et Rav Dessler dit très clairement dans un de ses ouvrages que le couple touche à sa fin, d'accord ? Malheureusement, après il peut changer, il peut toujours changer. Mais à partir du moment où on arrête d'être dans l'état d'esprit de donner à l'autre et qu'on passe à vouloir prendre de l'autre, vouloir recevoir de l'autre. D'accord ? Comme on l'a déjà dit, moi je m'occupe de ce que j'ai à faire envers l'autre et l'autre s'occupera de ce qu'il a à faire envers moi. Chacun s'occupe de l'autre. Et si chacun s'occupe de l'autre, tout le monde est heureux. Plutôt que moi j'attends de lui et que lui attende de moi, chacun s'occupe de l'autre. Ça me rappelle d'ailleurs, tout de suite Cécile, ça me rappelle aussi une petite anecdote que j'ai entendue il y a quelques temps et qu'il faut garder en tête aussi, c'est hyper important. C'est une fois ce qu'on appelle un rosh yeshiva ou un rav dans une yeshiva, d'accord ? Ils étaient, imaginons comme ici, ils étaient attablés avec plein de jeunes étudiants de Torah et il manquait des chaises. Il manquait 2 chaises. Donc on a deux jeunes qui viennent pour s'asseoir. Ah, il n'y a plus de chaises. Donc ils vont se chercher une chaise. Et chacun revient avec sa chaise et s'assoit. Le Rav, il les a pris à part, il leur a dit, il les a incendiés. Il leur a dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? On a à faire, c'est une chaise, on est venu. Il leur a dit, mais vous ne le réalisez pas ? Vous avez fait la même action. Plutôt que de prendre chacun votre chaise, vous aurez dû prendre chacun la chaise de l'autre. Prenez une chaise, amenez-la à l'autre, vous faites la même action. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Et en faisant la même action, vous faites une mitzvah. Vous êtes occupé de l'autre. Chacun a tout ce qu'il lui faut. Mais juste la même action banale, basique, on l'a transformée en une mitzvah. Et il était énervé contre eux. Alors bon, peut-être qu'il en a un peu rajouté ou quoi, mais c'était pour marquer le coup, leur faire comprendre, les gars, prenez en tête la mesure, prenez la mesure de ce que vaut une mitzvah.
D'accord? Et là, vous aviez une mitzvah qui vous était offerte gratuitement, sans le moindre labeur supplémentaire, et vous êtes passé à côté. Tout ça pour dire, ça m'a rappelé ça, parce que dans le couple, c'est pareil. Ok, on pourrait être dans une dimension où chacun réclame ses droits. D'accord? Donc moi, j'ai des droits, tu dois me faire ça, tu dois me faire ça, tu dois me faire ça. Et chacun de son côté. Donc chacun tire la couette de son côté. Et ben, peut-être que pendant un certain temps, on obtiendra ce qu'on veut. Parce qu'on attend de l'autre des choses, et ben l'autre, il va me dire, bon, je te dois, je te l'ai fait. Et donc, ça va clasher. Alors qu'on peut obtenir exactement pareil si chacun s'occupe de ses devoirs envers l'autre. D'accord? D'ailleurs, au passage aussi, c'est intéressant, on a déjà passé aussi dans un autre cours, de la différence fondamentale entre le judaïsme et tout le reste. La différence, elle est claire et nette dans, justement, la majorité justement, établie par le judaïsme et la majorité par la loi civile. La différence, elle est la suivante, c'est que dans le cadre civil, d'accord, donc la loi française, on est majeur à 18 ans. Qu'est-ce qu'on obtient à 18 ans? Est-ce qu'on obtient des droits ou des devoirs? Des devoirs. Non, des droits. J'ai le droit de vote. Oui. J'ai le droit de boire. J'ai le droit d'aller dans les lieux que je souhaite. J'ai le droit de quitter la maison. J'ai le droit de plein de choses. 18 ans, j'ai des droits. Pas de devoirs. Vous connaissez des devoirs dans la loi? Pas à ma connaissance. On a des droits. Alors que... Non, même plus. Devoir, c'est Tu as un droit. respecter la loi. Oui, mais ça c'est déjà présent avant, sauf que tu n'es pas encore passible. Mais tu avais déjà... Voter, c'est un droit et un devoir. Non, pas du tout. Bah, si. Ah non, le droit de vote. Mais c'est un devoir de le Non, faire, parce non. que si tu le fais, si tu votes même blanc, d'un côté, tu n'aides pas le. Non, d'accord, mais ça c'est un droit. C'est un droit. On n'a jamais mis quelqu'un en prison, il n'y a pas d'amende pour quelqu'un qui va pas voter. C'est un droit. Après, effectivement, on va te dire c'est un devoir citoyen. D'accord? On va venir, on va te dire attention, messieurs, il fallait voter. Si vous ne votez pas, vous allez vous plaindre que le pays est dirigé par des gens que vous ne vouliez pas. Alors, il fallait voter. Ok, pas de problème. Un devoir moral, un devoir ce que tu veux. Mais en termes de loi, c'est un droit. D'accord? On n'a jamais puni quelqu'un parce qu'il n'allait pas voter. Alors que dans le judaïsme, la majorité, 13 ou 12 ans, elle n'exprime que des devoirs. D'accord? À 13 ans pour un garçon, à 12 ans pour une fille, il n'y a pas de droit. On n'obtient pas des droits quand on devient majeur. On obtient des devoirs. Voilà ce qui différencie de façon franche, claire et nette, la majorité religieuse et la majorité laïque, la majorité légale. Nous, on obtient des devoirs, et ce qui fait l'homme, ce qui fait de nous un homme, c'est pas quand maintenant j'ai des droits, attention, on me doit ça. Non, je deviens un homme quand j'ai pris conscience de mes devoirs, envers l'autre, envers moi-même, envers la société, envers Dieu. J'ai des devoirs, c'est ça qui fait de moi un homme. D'accord? Et bien en fait, c'est pareil dans le couple. Ce qui va faire de moi un mensch, comme on dit en yiddish, c'est-à-dire un homme, quelqu'un qui est un homme peut-être viril, ou en tout cas mature, un homme bien dans ses bottes, c'est quand il remplit ses devoirs. Et donc on attend de chacun de remplir ses devoirs. Si chacun fait ce qu'il faut, chacun remplit ses devoirs, tout le monde est content. Tout le monde est content, mais on a évité évidemment tout le processus d'embrouille et de s'arracher la tronche, parce que je ne suis pas en train de demander des choses de l'autre, d'exiger des choses de l'autre, de faire des choses envers moi. C'est moi qui fais naturellement ce que je lui dois, lui fait ce qu'il me doit. Mais justement, si l'autre ne fait pas ce qu'il doit faire, ça va créer un manque et du coup, on va se retrouver à demander. Bien sûr, tu as raison. C'est pour ça que, ça c'est encore un autre sujet, de la gestion des disputes, de la gestion des différends, évidemment. Mais en général, quelqu'un, à part dans des cas extrêmes où effectivement il est face à quelqu'un qui est devenu complètement insensible et qui a perdu toute écoute, d'accord, et qui n'est plus du tout impliqué dans le couple, alors là, effectivement, il y aura des solutions qu'il faudra envisager. Mais sinon, on continue à donner. Parce qu'on a expliqué que l'amour provient du don. Quand je donne, alors j'aime. Donc donne-lui, investis-toi dans lui, tu vas l'aimer plus. C'est le principe, il est comme un miroir. Quand ça va dans un sens, encore une fois, sauf cas extrême, dans l'autre sens, il y a de répondre. Oui. D'accord? C'est pas du tout commun que ça fonctionne pas comme ça. Il y a des exceptions, mais c'est pas commun. Ok, oui, Pierre-Antoine. Si Hachem, il laisse... Enfin, c'est lui qui décide si un mariage doit se faire ou pas. Ouais. Certes, les voies du Seigneur sont impénétrables. Et pourquoi il laisse des juifs se marier avec des non-juifs? Parce que le libre arbitre, il est donné. Ok. Oui, mais du coup, c'est... Alors non, quand on parlait d'un mariage, on est sûr que c'est ce que Dieu a voulu, c'est un mariage qui est fait dans les règles de l'art. Un mariage entre juifs. S'il est fait hors système, c'est même pas un mariage pour nous, légalement. D'accord? Un mariage qui a été fait entre un juif et une non-juif, c'est pas un mariage, d'un point de vue de la Torah. Ok? Donc je parle d'un mariage fait dans les normes, et ça, c'est un mariage voulu par Dieu. Ouais, Chava? Oui, mais je me demande en fait, donc les non-juifs, ils ont leur mariage. Oui. Et je veux dire, comment la Torah regarde leur mariage? Pour- C'est alors- un kinyan. Ils ne le reconnaissent pas, c'est pour ça qu'en
en Israël, le mariage chrétien n'est pas reconnu, mais le mariage musulman et juif est reconnu. Ah ouais? Je connaissais pas ça. Oui, pourquoi Musulman, mais ça, c'est de la Torah ou pas? Ou Alors, ça, c'est un truc politique? le mariage chez le non-juif, il aura une certaine force, d'accord, une certaine application halachique pour nous aussi. Ça veut dire qu'on va considérer qu'un couple qui vivait maritalement en mari et femme, pardon, et ben, par exemple, la femme, on va peut-être pas la considérer nécessairement comme étant une femme légère, parce qu'elle vivait maritalement. Alors qu'un couple non-juif qui vit ensemble de façon justement non maritale, et ben, on va considérer la femme comme étant ce qu'on appelle une femme légère, une zona, et il y aura des conséquences halachiques en cas de relation avec un juif. D'accord? Il y a quelques conséquences, mais ça sort du cadre du coup. D'accord? En tout cas, voilà, d'un point de vue halachique de la Torah, il y a quelques conséquences au fait que des non-juifs soient mariés ou pas. Non, pour nous ça change rien. Je pensais. Non. Une femme peut être dans la même pièce qu'un couple non-juif marié. Alors non, c'est un autre problème ça. Non, ça change rien ça. Que de non-juifs soient mariés ou pas, dans tous les cas, une femme juive ne peut pas se trouver en présence de ce couple-là. Ça change rien. Se trouver en présence, c'est un problème de yichoud. Une femme juive en présence d'un couple de non-juifs, que ce couple de non-juifs soit marié ou pas, ça change rien. Une femme juive n'a pas le droit d'être avec eux. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de relation entre l'homme et cette femme juive. Parce que les hommes non-juifs, on redoute, on craint un manque de moralité, malheureusement, qui est quand même réel, concret. Même chez les juifs, il n'y a pas de moralité. Ah, évidemment, tu as tout à fait raison, c'est pour ça que... Pas du tout. Non, plus. En tout cas, on part du postulat qu'à la base, on a plus de valeur morale. Après, est-ce qu'elles sont tout le temps respectées? Malheureusement, tu as raison, non, pas tout le temps. C'est pour ça que même chez nous, une juive, n'importe qui, ne peut pas s'isoler avec un juif. Un et un, on ne peut pas. Il y aura après des nuances avec une juive dans une même pièce, d'accord, en isolement, avec un couple juif. Ça, c'est bon. Et l'équivalent pour un couple non juif n'est pas bon, peu importe marié ou pas marié. Donc il y a quelques nuances. Si j'ai une amie qui n'est pas juive, oui, qui se marie, je peux pas, par exemple, aller prendre le café chez elle si elle a son mari? Bonne remarque. A priori, je pense que c'est pas bon. En isolement, je pense que c'est pas bon. Il faudrait que je revérifie. Là, j'ai pas l'esprit bien libre pour y penser, mais il faudrait que je revoie. Mais a priori, je pense que c'est pas bon. Parce qu'en fait, on a cette notion de dire que, comme il faut un peu chacun peut-être ce qu'ils veulent, et c'est aussi une réalité. Alors, je te dis, je suis d'accord avec toi, Myriam, que c'est aussi un peu chez nous, mais quand même, je pense, dans une moindre mesure, le libertinage, d'accord? Non, mais tu es d'accord avec moi que cette notion-là, elle est quand même plus présente chez les non-juifs que chez les juifs. Je l'espère encore aujourd'hui, quand même. Donc, dans un couple, donc dans l'histoire de Cécile, dans ce couple-là, chez qui elle voudrait prendre le café, va savoir si cette notion-là n'est pas acceptable, acceptée, tolérée, et donc de dire, chacun fait ce qu'il veut, d'accord? On a un couple libre, ce qui existe, et donc du coup, alors voilà, c'est pas dérangeant, et donc il y aurait le risque de relations, bien qu'ils soient mariés. Mais si je sais qu'ils n'ont pas de relation, ça change pas. C'est des règles qui ont été mises en place par les sages, et ensuite on ne fait pas au cas par cas. Ce serait beaucoup trop compliqué. Tu appelles ta copine et dis-moi, est-ce que tu es par hasard Non, d'accord. Et est-ce que par exemple, si ma cousine, donc quelqu'un de ma famille qui est juive, elle est mariée avec un juif, et que je sais pas, j'ai besoin d'aller, je dors chez eux le soir et je dois donner les clés ou je dois poser mes affaires, mais que ma cousine, elle est pas là, elle travaille et qu'il n'y a que son mari qui est à la maison, et que du coup je vais me retrouver seule avec lui. Alors ça, on est vraiment complètement sorti du cours, mais les lois du Ihoud, d'accord, de l'isolement, sont très complexes, d'accord, et il y a plein de détails. Si tu veux, pour des cas très pratiques, très précis, on en reparle après. Oui, d'accord. Okay. Ouais. On peut avancer? On avance. Alors, on y va. Le sujet suivant dans notre programme de ce soir, c'était le mariage. Comment est-ce que j'ai exprimé? Je ne me rappelle plus. Allez, vas-y, je veux bien. Le deuxième thème, comme ça on exprime... Les idées reçues sur le groupe. Oui, mais alors je n'étais pas dans notre groupe, mais sur notre groupe, on avait mis le détail des thèmes. C'est l'officialisation de notre Très amour. bien, merci. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que le mariage, c'est l'officialisation de l'amour dans un couple. Ça veut dire que voilà, on s'est connus, ça fait 6 mois, ça fait 9 mois, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe. Donc, nous, on s'aime, ça c'est clair, c'est acté, d'accord, c'est acquis. On n'a plus besoin de se le prouver mutuellement l'un à l'autre, mais on se marie pour maintenant donner un tampon ou donner un cachet officiel
pour nos proches, nos amis, nos connaissances, voilà, la relation qu'on a ensemble, de notre amour. Tel qu'on l'a... Non, c'est Myriam qui a dit non ? Ouais, non, tel qu'on l'a défini pour l'instant, je dirais que non. d'accord. Gabriel, qu'est-ce que tu en penses ? Je dirais que c'est une manière de valider la relation ou de pouvoir accéder à de nouveaux horizons, je dirais. Peut-être. Mais la valider pour toi ou valider pour les autres ? La valider pour toi. D'accord. Tu fais pas les choses pour les autres en soi. Ouais, qu'est-ce que tu en penses, Thomas ? Non. Non plus ? D'accord. Nissim ? Si, je dirais que si ça peut-être être une vraie officialisation dans le sens où pour soi, oui, également, mais oui, dans le sens où on n'a pas besoin, on va dire, de l'approbation des autres, mais c'est aussi une officialisation vis-à-vis d'Hachem, également. Ouais, bien sûr. Et dans le sens où, oui, je veux officialiser pour ensuite vraiment construire quelque chose de nouveau avec Avec la personne. la bonne personne que je Très crois être mon mazal. Très bien. Alors, tu continues dans le même sens que tout le monde, quoi. L'officialisation, elle n'a pas pour but d'officialiser pour les autres, d'accord ? Mais c'est pour moi, pour notre couple, pour nous, et pour, voilà, comme disait Gabriel aussi, ça nous ouvre maintenant à la suite. C'est-à-dire, maintenant, on est en couple, on va dire, avec des objectifs qui étaient restreints, limités. Maintenant qu'on se marie, on a un vrai projet commun qui démarre. Et on va pouvoir aussi, pourquoi pas, fonder une famille, des enfants, etc. Donc, c'est passer à une étape suivante envers soi-même, envers notre couple et envers Hachem. Mais en tout cas, voilà, au moins, on partage l'idée commune de dire que ce n'est pas une officialisation qui est là pour satisfaire les gens autour de nous, nos familles, d'accord, qui attendent, ah, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, vous ne mettez pas ensemble, vous ne mariez pas, ah, on se marie, voilà, comme ça vous êtes content, on s'est marié. Et donc, c'est gravissime, ce n'est pas une case à cocher. Malheureusement, ce thème-là, il m'est venu en tête parce que j'ai eu un échange il y a quelques petits mois avec quelqu'un qui a quand même un certain âge, qui a quand même autour de 35 ans peut-être, et qui me disait, voilà, qui me l'a dit dans ces mots-là, hein, et ça m'a fait vraiment mal d'entendre quelqu'un à cet âge-là exprimer de cette façon-là, à limite un petit gamin, ça m'aurait moins gêné, mais de dire voilà que finalement, on se marie pour officialiser aux autres, pour que les autres, je ne sais pas comment il m'avait dit exactement, prennent la mesure de notre amour, etc. Et pour moi, c'est évidemment très très grave d'exprimer les choses de cette façon-là, parce qu'il n'y a rien de plus intime, de plus personnel qu'un projet de mariage. Rien de plus. C'est-à-dire que, en fait, le mariage, on appelle ça une maison, quand on se marie. D'accord ? On appelle ça le shlom bayit. D'accord ? La paix de la maison. Shlom bayit. Pourquoi on appelle ça shlom bayit ? Parce qu'en fait, la maison, c'est ce qui représente l'intérieur. D'accord ? La maison, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une métaphore qui fait référence à la personne. C'est-à-dire qu'en fait, le mariage, c'est ce qui me permet de devenir quelqu'un. Je deviens quelqu'un grâce à je veux dire, on peut parler d'adversité, on peut parler de complémentarité de la personne qui est face à moi. Mais en fait, le mariage, c'est ce qui va permettre d'aller le plus profond de mon intimité personnelle et ensuite de notre intimité de couple. Mais d'abord, c'est quelque chose d'extrêmement profond dans l'intérieur. Donc, dans le mariage, la motivation ultime et unique, pas seulement ultime, mais unique qu'il doit y avoir dans le mariage, c'est une recherche d'intériorité, une recherche de profondeur personnelle, de développement personnel ou encore une fois, en couple, d'accord ? De couple. Mais quelqu'un qui vient et qui exprime dans le mariage, qui laisse envisager, qui laisse entendre dans le mariage qu'en fait, ça a une portée, on va dire, extérieure, c'est gravissime. Et malheureusement, ça a aussi des conséquences techniques, d'accord, réelles, visibles, qui sont malheureusement aussi communes. C'est qu'en fait, même si, on va dire intellectuellement maintenant, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut que ce soit quelque chose de purement personnel, d'accord, intérieur, et c'est quelque chose qui est pour nous, on fait ça pour nous. Malheureusement, dans beaucoup de situations, on attend, on espère l'approbation des autres. C'est-à-dire, par exemple, imaginez-vous, vous allez avoir quelqu'un qui est hyper heureux avec son ou sa chérie, et il va rencontrer ses amis, et là, il ressort, tu as trouvé comment ? Elle était comment ? Elle est bien, hein ? D'accord ? Et là, il faut faire très attention. D'accord ? D'ailleurs, il faut avoir, vous-même, si vous êtes une fois dans une situation pareille, en tant qu'observateur, observatrice, ayez la finesse d'esprit de ne dire que du positif. Parce que la personne, elle est bien avec l'autre. Et si vous, elle ne vous convient pas, parce que d'abord, vous l'avez vu qu'une heure ou deux, ou alors parce qu'elle ne vous parle pas, ce n'est pas votre tasse de thé, ça n'a rien à voir. Vous n'allez pas venir vraiment casser ce que l'autre a comme sentiment de la personne, sauf si, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut le dire. D'accord ? Il y a des situations où la personne, elle est aveugle, elle ne se rend même pas compte qu'elle a face à elle une personne qui ne lui est pas du tout adaptée.
qui est vraiment un but de soi-même, qui est égocentrique, etc., etc. Donc là, il faut le dire, d'accord? Mais il faut avoir la sagesse d'esprit aussi de prendre le temps, d'analyser la personne plus en profondeur, pas de s'arrêter sur une rencontre de quelques minutes ou quelques heures. Mais en tout cas, malheureusement, beaucoup de gens sont justement dans l'attente de l'approbation des autres. C'est-à-dire qu'eux, ils ont un certain avis personnel. D'accord, ils estiment que la personne, en fonction de ce qu'ils connaissent d'elle depuis quelques mois, ou des fois pour certains même quelques années, eh ben, ils ont une certaine vision, mais ils ont besoin d'approbation des autres. Et ça, c'est aussi une vraie forme d'immaturité, de ne pas avoir confiance en notre jugement, et en fait, de conditionner notre acceptation de l'autre, notre bonheur avec l'autre, de est-ce que les gens l'acceptent ou pas. Et évidemment que c'est très très grave, mais c'est quelque chose qui est très très fréquent. Je ne sais pas si vous y arrivez vous-même, mais c'est très fréquent. Et l'acceptation des parents. Ah, c'est ce que je répondais. Ouais, bravo Gabriel. Alors, l'acceptation des parents, c'est encore un autre sujet. Il y a ici une notion ici de manque d'objectivité que des fois nous avons, d'accord, et qui est différente par rapport à nos parents. C'est-à-dire que nos parents vont avoir. Ou pas. Des fois, les parents n'ont pas l'objectivité nécessaire parce qu'ils ont un parti pris, ils ont un intérêt, d'accord, à venir s'opposer ou au contraire à venir encourager une union alors qu'en fait elle n'est pas bonne. Donc ça peut venir dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, ce qu'il y a de différent entre des parents et des amis, c'est que d'abord des parents nous connaissent parfaitement bien. Donc on a un peu plus l'espoir qu'ils vont avoir un jugement qui est plus honnête, plus vrai, plus juste. Pourquoi ils nous connaissent parfaitement? On ne se confie pas forcément à nos parents. Oui, t'as raison. Mais en général, quand même, des parents, ils n'ont pas besoin qu'on se confie à eux, sauf si on est vraiment dans la fuite. Quelqu'un qui a quitté le domicile familial tôt, et donc du coup, il n'a plus d'échange avec ses parents, il ne vient pas régulièrement. Alors oui, ses parents ne le connaissent plus. Mais c'est pas ça, c'est que la plupart du temps, on peut jouer un rôle aussi pour ses parents. Parce que les parents, ils ont une attente, une image de nous. Ouais, je suis d'accord avec Gabriel. Ils le sentent, les parents. Je ne pense pas qu'on puisse arnaquer nos parents. J'ai essayé plein de fois, ça n'a jamais marché. Ouais, t'as essayé? Oui, mais quand tu veux un rôle, je sais pas. Non, ce qui veut dire Myriam, c'est que. Par exemple, la façon dont tu es, par exemple, eux ils vont te voir que tu es hyper sociable, etc. Mais au fond, toi, tu es un introverti. Et eux, ils ne vont pas le voir. C'est bizarre. Des parents qui n'arrivent pas à déceler ça chez leur enfant. Les parents idéalisent souvent leurs enfants. Ils n'imaginent pas que leur enfant va. Je sais pas comment dire. Par exemple, voilà, il y en a, on va dire, les mères juives, voilà, elles vont se trouver leur enfant. Mon fils est le meilleur, mon fils c'est quelqu'un de bien. Et au bout d'un moment, quand la mère elle va venir nous voir, ouais, mais mon fils il est génial, pourquoi tu lui parles plus? Non, mais parce que ton fils il m'a trompé tant de fois, ton fils il a fait machin. Et toi, non, mon fils il est génial, t'as dû faire quelque chose. Tu as raison. Mais au fond, le côté par exemple, un pervers narcissique, un mec qui est pervers narcissique, ou même un bon manipulateur, il va jamais montrer à sa maman ou à son papa que le point il peut être manipulateur. Et ses amis, oui. Parce qu'il va réussir à le manipuler. Mais ses amis. Pas nécessairement non plus. Ses amis, parce que ses parents ils acceptent tout, mais alors que ses amis, eux, au début ils ont eu des cassures, des choses comme ça. Il y a les choses qui se disent. Alors tu as raison qu'il va y avoir évidemment des cas où la généralité elle ne se confirme pas, elle ne se retrouve pas. D'accord? Mais ce que je voulais dire moi par la différence entre des parents et des amis, c'est que dans beaucoup de cas, je pense dans la majeure partie des cas quand même, on va dire dans des relations familiales plus ou moins équilibrées, d'accord, sans partir dans l'idéalisme de l'enfant qui se confie H24 à ses parents, mais quelque chose d'un peu équilibré quand même, normalement des parents ont une vision de leurs enfants qui est plus juste parce qu'elle est une vision d'ensemble. Ils le côtoient dans toutes les situations. Encore une fois, quand je parle d'un enfant qui est encore proche du foyer familial, s'il a quitté le foyer depuis 10 ans, non, on ne le voit plus. Alors que des amis, ils ne vivent pas avec lui nécessairement au quotidien. Non, effectivement, je vais me dire, oui, mais là, j'ai une coloc. D'accord? Donc, on a des colocataires. Donc, oui, ils le connaissent au quotidien. Ils savent très bien comment il est. H24, c'est eux qui vivent avec lui. Alors, effectivement, ce sera des bons repères. Ils ont aussi eux-mêmes la maturité nécessaire pour émettre le jugement adapté à la personne. Peut-être pas. Je ne dis pas que les conseils que nos amis vont nous donner seront toujours nécessairement à rejeter. Je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit que quand on va être des fois... moi, en fait, j'ai regardé dans le prisme dans le sens inverse de quelqu'un qui va être dans l'attente de la validation des amis. C'est ça qui me dérange. Après, que des amis puissent avoir un jugement objectif et honnête et juste sur la personne, c'est tout à fait possible. C'est juste qu'il faut être plus méticuleux, plus attentif. Parce que dans la majeure partie des cas, ils auront certainement un jugement qui est plus restreint, plus limité. Mais en tout cas, cette attente de validation, malheureusement, c'est une réalité qui concerne tout le monde, d'accord, et qui est problématique, qui est très problématique. Parce qu'en fait, on ne se marie pas pour les autres, on se marie pour soi. Si moi, j'ai ressenti que la personne que j'ai face à moi, elle m'est adaptée,
D'accord? Qu'est-ce que j'ai besoin de chercher la validation des autres? Et une autre répercussion concrète qu'on retrouve malheureusement dans ce problème-là, ça va être simplement aussi, de façon très, très terre à terre, hein, dans la célébration du mariage. D'accord? Dans beaucoup de situations, on vient et on célèbre le mariage de façon complètement disproportionnée. Et pourquoi, justement? C'est uniquement pour célébrer notre amour à d'autres. En tout cas, peut-être dans des situations particulières, encore une fois, Myriam, des gens qui sont vraiment, qui roulent sur l'or, et pour eux, mais je voudrais pas, j'ai pas envie de quantifier, mais dans l'énorme majorité, je n'ai pas peur de le dire, c'est évidemment, je ne vais pas dire du voyeurisme, mais une manière de contenter les autres, de montrer, on va adapter, on va essayer plus que ça, c'est-à-dire d'adapter le mariage qu'on va faire à ce qu'on veut que les gens aussi, c'est ça, de prouver l'amour qu'on a. C'est-à-dire, si je fais un mariage d'une faste incroyable, c'est à la hauteur de l'amour que j'éprouve pour. Donc en fait, c'est une forme, encore une fois, de recherche, de validation, d'expression, de légitimisation, je ne sais pas si ça se dit. D'accord. Un conte de fées qu'on s'est fait depuis. Pardon. Pour les filles, c'est pas plutôt un conte de fées. Oui, ça aussi. Et on s'en fout de la vie du mari, Ouais. on veut notre fête comme on l'a prévu. Ça peut être ça. Et le mari, généralement, il est faites-toi plaisir, il ne veut pas le problème à ce moment-là. Des fois, oui. Plaisir, et puis après, c'est un peu trop cher. Calme un peu, et puis voilà. Alors, des fois, oui, mais malheureusement, c'est aussi, même chez les filles, je suis d'accord avec toi qu'il y a aussi cette vision-là voilà, le Walt Disney, d'accord? Mais il y a aussi cette notion quand même de montrer comme quoi, voilà, comment notre couple il est beau, etc. Et en fait, c'est une façon d'extérioriser quelque chose qui devrait être complètement intérieur. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on va se marier ici autour de la table à 10 et basta. Évidemment qu'il faut que ce soit une magnifique, parce que le mariage, c'est une fête qu'il faut célébrer de façon majestueuse. Mais malgré tout, ce sur quoi je veux mettre l'accent, c'est de constater que malheureusement, on est tous concernés par le fait de donner certaines fois trop d'importance au regard des autres sur notre mariage. Sur notre mariage qui est censé être quelque chose de purement, mais intime et personnel et intérieur. Tu veux dire quelque chose, Jonathan? Non. D'accord. Alors on avance, je vais vous lire un texte de Rav Hirsch, d'accord? Chose que je n'ai pas faite depuis longtemps, mais que j'adore faire parce que j'adore son franc-parler et son expression que je trouve à chaque fois mielleuse et tellement juste. Alors je vous lis un passage de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Il parle de Yaakov et nous, donc le troisième des patriarches. Il dit comme ça: Yaakov s'en va fonder une maison juive et n'emporte pour cela que lui-même. C'est avec cette constatation qu'est introduit ce passage, toute la suite gravitant autour de la fondation de cette maison. Yaakov fut le premier à affirmer que Dieu devait être avant tout trouvé au sein du foyer. Il fut le premier à énoncer cette grande idée de la maison de Dieu, qui signifie essentiellement la sphère du développement et de l'épanouissement des âmes humaines, le lieu où l'homme apporte ce qu'il acquiert et où il le transforme, sa vie durant en énergie créatrice, et le lieu le plus élevé et le plus approprié à la révélation divine. C'est ce que Yaakov comprend. Il comprend que là, maintenant, il s'apprête, en fondant un foyer, à développer justement la sphère du développement et de l'épanouissement des âmes humaines. Sous l'influence de la culture de Japhet, l'homme tend à fuir la banalité d'une vie trop prosaïque pour trouver refuge au sein de la beauté poétique de la nature. Donc, on a l'impression que l'intériorité, c'est un peu fade à côté du faste et de tout ce qui peut être, de tout ce qui est attrayant, tout ce qui est, on va dire, plus coloré, plus lumineux, plus joyeux, plus en mouvement à l'extérieur. Mais c'est avant tout au sein de leur foyer que les héritiers de Yaakov font par contre l'expérience de la rencontre de Dieu et de sa présence dans le monde. Et c'est là que l'on trouvera le point fondamental de divergence entre l'esprit du judaïsme et celui des cultures étrangères. Donc nous on comprend, en tout cas on doit comprendre, c'est ce que le Rav Hirsch veut nous faire comprendre par ces personnages de Yaakov, c'est qu'en fait il faut qu'on ait conscience que dans notre foyer, c'est là qu'on va réellement faire tout le travail de notre vie. Comme on l'a dit, c'est le travail personnel, le travail de couple, travail d'équipe, d'accord, travail d'éducation, travail de développement, tout le travail est fait à l'intérieur. Donc notre mariage, il va être le point de départ du travail personnel que je dois faire. Donc évidemment que la part du regard des autres, de la considération des autres, elle n'a pas sa place du tout. Ça n'a rien à voir ici. Ça ne doit pas rentrer du tout en ligne de compte. Je ne me marie pas ni pour satisfaire mes parents, ni ses parents, ni nos amis, ni je ne sais qui. C'est uniquement une recherche purement personnelle. Intellectuellement, c'est facile à accepter. Enfin, je pense, c'est facile à accepter. Mais dites-vous qu'émotionnellement, c'est beaucoup plus compliqué.
Parce que réussir à faire fi justement de toutes les considérations qui nous entourent, et il y en a plein, d'accord, nos familles qui sont en train de mettre la pression, il faudrait que tu bouges quand même là, hein. T'as plus 15 ans, hein. T'as plus 20 ans, il faut y aller là. D'accord. C'est une pression qui est considérable. La pression des amis, on voit les amis qui se marient l'un derrière les autres, ils nous mettent la pression, et etc. Tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut s'attendre à ce que les autres attendent de nous. Et bien en fait, tout ça, c'est très problématique, c'est grave, parce que on doit comprendre que le mariage, c'est quelque chose qui est purement personnel, et il faut que ce soit vécu de cette façon-là. D'accord. Donc je finissais là-dessus, sur ce thème-là, en disant que, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais je le répète, parce que je l'ai écrit ici, alors je le répète parce que c'est important de le réentendre, qu'on ne se marie pas pour recevoir, mais pour donner. Ça, il faut le comprendre, ça, il faut l'accepter. On ne se marie pas pour recevoir. Certes, on va recevoir. Et vous ayez confiance en le fait que si vous donnez à l'autre, vous recevrez. Sachez-le, ça se passera comme ça. Faites-en confiance à un vieux marié aguerri. Non, mais voilà, de ma petite expérience de quelques 13 ans de mariage maintenant, on sait un peu de quoi on parle. Et on a eu des erreurs, on a fait des erreurs, d'accord, mon épouse comme moi-même, d'accord, à être dans la posture de celui qui attend de l'autre, qui exige de l'autre, d'accord, et qui remet l'autre en place quand elle n'a pas rempli ses obligations légales, d'accord. Et en fait, on a pris des claques. D'accord, on s'est pris des claques nous-mêmes et on s'est rendu compte qu'on a compris, d'accord, avec un peu de maturité et d'expérience aussi, et de coup, que ça marche pas comme ça. Je dis coup, c'est une image. Que c'est pas comme ça que ça marche et qu'en fait, le bonheur, on l'obtiendra pas comme ça. On a compris que ça marchait dans l'autre sens. Chacun s'occupe de l'autre. Si on fait ça. On peut trop donner. Hein. Enfin, c'est ce que dit Raphaël Pinto. Dans un couple, il faut pas trop donner. Pourquoi pas ? Si on donne trop, après, on se vide de soi-même. Il faut savoir s'aimer soi-même oui, parfait. Et se donner magnifique. À soi-même avant de donner aux autres. Magnifique. Alors, le Rambam, je ne sais pas s'il l'a cité, le Rambam, Maïmonide, il dit que l'obligation d'un homme, c'est Ho'ava kegufo ou mechabda yoter migufo. Un homme doit aimer sa femme comme lui, pas plus que lui. Par contre, il doit l'honorer plus que lui. Et évidemment que tous les commentateurs soulignent pourquoi le Rambam, Maïmonide, il change comme ça d'expression. L'un il dit comme et l'autre il dit plus. Évidemment que Maïmonide, il n'a pas dit ça de façon hasardeuse, c'était précis, c'est voulu. Pourquoi ? Parce qu'en fait d'abord c'est développé par beaucoup de penseurs qu'on ne peut pas aimer quelqu'un d'autre plus que soi. D'accord ? On dit Ve'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On ne te dit pas tu aimeras ton prochain plus que toi. C'est pas possible. Humainement, aimer quelqu'un plus que toi, c'est pas possible. C'est de l'égocentrisme, mais qui est naturel, qui est inné et qui est positif. D'accord ? Parce qu'il faut qu'on ait, la manière qu'on a un instinct de survie, et ben c'est un instinct naturel pour s'occuper de soi-même. D'accord ? Et si je veux m'occuper de l'autre, il faut que je m'occupe de moi. D'accord ? D'ailleurs, la halakha nous dit que, comment est-ce que c'est dit exactement ? Je sais pas, mais en fait c'est le bon sens. Hein. Imaginez-vous que vous soyez, dans l'avion par exemple. Ouais, ça me revient comme ça. Dans l'avion, quand ils nous font leur machin, les hôtesses de l'air, leur cirque là pour les masques et les machins, ou quand ils viennent nous dire à nous en tant que parents, ils nous disent que s'il se passe une dépressurisation de la cabine, qu'est-ce qu'on fait d'abord quand on a un bébé sur soi ? D'abord on met sur soi, et ensuite on met au bébé. Ah mais pourquoi ? Mais d'abord lui ? Ben non. Si toi tu t'occupes pas de toi pour être en état de lui mettre, il n'y a rien qui va se passer. Donc d'abord tu t'occupes de toi, et tu lui mets à lui. Logique. Il a aussi dit, le Raphaël Pinto, que l'homme doit plus aimer, de plus donner à sa femme que la femme donnait à l'homme. Dans le sens où l'homme doit plus craindre dans sa femme que même que Dieu, pour avoir le shalom bayit à la maison. Si, il a donné l'exemple que si par exemple il a eu un élève qui voulait venir à chaque fois à son cours et il est arrivé en retard, il s'est disputé avec sa femme, il est arrivé en retard au cours, il s'est disputé, il a raconté, voilà, ma femme m'a pris la tête, elle voulait que je garde les enfants, etc., elle voulait aller sortir. Le Rav, il lui a dit non, d'abord, avant de prier, avant de faire la religion, d'abord ta femme, le bonheur, le shalom bayit avec ta femme, et après, tu verras si tu fais la tefila. Parfaitement. C'est encore le temps. Parfaitement. Mais, donc du coup, ça revient à dire qu'il faut aussi apprendre à maîtriser de qu'est-ce qu'on donne ou pas, parce que par rapport à une femme, d'accord. Alors là, tu parles de points très précis. Mais c'est-à-dire, dans la mesure où quelqu'un, quand il va donner à l'autre, c'est pas au détriment de soi-même, dans le sens où il n'est pas en train maintenant c'est pas du masochisme, d'accord ? Il n'est pas en train maintenant de se mortifier,
d'accord, pour donner à l'autre. On ne parle pas de ça. On parle qu'il a un potentiel de donner sans encore une fois, voilà, être dans l'autre extrême. D'accord. Là, oui, là, donner un maximum. Là, il n'y a pas de problème. Parce que ce don-là, c'est un don, à part ça aussi, qui serait un don réciproque, dans le sens où il va donner, mais il reçoit en retour. C'est pas un don, il fait que donner, et l'autre, il rien qu'il prend, et lui, il est en train de s'enterrer. On ne parle pas de ça. D'accord. Maintenant, les notions de la religion, etc., je suis tout à fait d'accord. On a eu un thème qui était spécifiquement là-dessus, de savoir justement les écarts de religion dans le couple. Mais à part ça, moi, j'ai un ami au Fashem. L'écart de religion, c'est encore autre chose, oui. C'est encore Oui. autre chose. Voilà, on a parlé de ça, juste, tu m'as rappelé ça aussi. En écart de religion, il a dit même si c'est quelqu'un, elle est pas encore, la femme, elle n'est pas assez avancée comparée à l'homme, c'est pas grave, il peut quand même se marier, parfaitement. ça avance pas. Alors je te dis, voilà, j'avais un ami avec qui on s'est pris le bec quand même pas mal de fois, parce que des fois, il mettait son épouse de côté pour des causes justement qu'il estimait plus importantes. Il me disait, bah non, la tefila béminiane, fille jeune à la tefila, et l'étude. Je lui dis, mais frérot, la Torah, elle a été donnée pour pratiquer. Si tu veux faire la Torah, tu pratiques pas en parallèle, ça sert à rien, arrête. Je lui dis, la Torah, elle demande maintenant, tu t'es marié, tu dois te donner corps et âme à ta femme. Si ta femme, elle a besoin de toi, et que comme t'es pas là, elle va verser ne serait-ce qu'une larme, toute ta Torah, c'est zéro, elle va à la poubelle. Ta tefila, t'es venue, elle va à la poubelle. C'est ridicule. Tu fais le calcul inverse. C'est ton Yetzirah qui te fait venir étudier. Ça aussi, je lui ai dit plusieurs fois, et ça, je me le dis à moi tout simplement, et je vous le dis aussi à vous, que des fois, on est dans des situations où on ne sait pas, c'est positif ou c'est négatif ce que je fais. Et bien en fait, alors je donne un exemple. Des fois, je vais être le soir à la maison, d'accord, bon, en ce moment, enfin, depuis quelques temps, le soir, je suis tout le temps là, je suis souvent là. Mais imaginons que je sois un soir à la maison avec ma femme, ok, et bon, il y a des choses à faire à la maison. On a des enfants, il faut les doucher, il faut les nourrir, il faut les coucher, il faut faire les devoirs, il faut jouer avec eux, il faut leur parler, il faut les écouter. Il y a plein de choses à faire dans une maison. Ou alors pas pour les enfants, pour ma femme. Elle a besoin de moi, il faut aider pour une tâche ménagère ou juste pour de l'écoute, de l'attention, de la présence, etc., etc. Plein de choses à faire dans un foyer. Et comme par hasard, d'accord, chose étrange, j'ai une envie soudaine qui me prend d'aller prendre un livre de Torah et de m'asseoir et d'étudier. D'accord. Et bien en fait, le point de repère, c'est celui-là. Si c'est facile à faire, si tu en as hyper envie, c'est que c'est pas le moment. C'est que c'est pas la volonté divine. Parce que dès qu'il y a un truc positif à faire, t'inquiète pas qu'il y a une petite voix dans ta tête qui va t'empêcher de le faire, qui va te mettre des bâtons dans les roues. Dès que tu te sens motivé vraiment très naturellement et qu'il n'y a pas d'embûche, c'est que c'est pas bon signe. Et donc c'était pas le moment. Et ça se vérifie, je ne saurais pas vous dire si c'est tout le temps, mais moi en tout cas je le vis tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres situations où j'ai pas d'obligation et après va te motiver à l'étudier, va te motiver. D'accord? Et donc c'est incroyable quand même. Là oui, là non. Quand on est fou, on est schizophrène. Non, c'est juste opposition, pas opposition. D'accord? Et donc c'est ce que je disais. Si maintenant là tu te sens tout feu tout flamme, mais non, il faut que j'aille prier Betsibourg. Mais attends, mais des fois quand tu vas en vacances, tu fais comment quand tu n'as pas fait la Betsibourg? Est-ce que tu changes ta destination de vacances parce que tu vas pas avoir un minyan pour prier ou bon, il n'y a pas. D'accord? Et donc comme il était quand même honnête, alors il me disait oui, il n'y a pas. Il dit ouais, et là il n'y a pas, il y a quand même. Donc en fait c'est une forme d'incohérence. Mais on n'est pas objectif, d'accord, pour réussir à se juger soi-même. Mais en réalité, c'est comme ça que ça marche. Donc oui, effectivement, je partage parfaitement cette approche-là, et t'inquiète pas que je défends cette idée-là corps et âme avec toutes les personnes qui m'entourent, de leur dire cette idée de dire que le souci qu'on doit avoir de notre épouse, ça dans l'autre sens aussi, il passe avant tout. D'accord? Et donc, oui, si effectivement, le moment maintenant, elle attend de nous une présence, une aide ou quoi, eh ben, rien ne passe avant ça. Ni la tefila Betsibourg, ni la tefila du tout, ni le cours de Torah, rien du tout. D'accord? C'est elle qui passe avant. Je partage ça à 100%. D'accord? Ensuite, on va finir sur cette idée-là, parce qu'on a quand même pas mal traîné. Et donc, comme je l'avais dit dans le groupe, ce ne sera pas l'ultime cours de ce cycle. Hein, on va en avoir d'autres. Qui est-ce qui est dans le groupe, là, parmi vous? Ouais, tu es dessus. Cravate, je t'ai mis. Pierre-Antoine. Ouais. Donc vous avez les infos précises. Donc, tu n'es pas sur celui-ci, Bessim? Tu t'es pas encore mis? Il faut que je te rajoute. D'accord, faut que je te rajoute alors. Et donc on avait mis une liste. Ouais. Après, je vous rajoute alors si vous voulez. Donc on avait une liste de thèmes et j'espérais qu'on finisse ce soir parce qu'il a quand même beaucoup duré ce cycle. On y a écrit 5 cours officiellement, mais on a dépassé largement. Hein. Mais je vois qu'on avance. C'est intéressant. On partage ensemble. J'espère que ça vous apporte. Donc, on continuera. Et en tout cas, le Rav Wolbe, il dit que, ça aussi je l'ai dit la semaine dernière, et ça aussi il faut le comprendre, et ça rejoint encore une fois ce qu'on est en train de dire à l'instant. Le Rav Wolbe, d'accord, que j'ai cité déjà tout à l'heure pour autre chose, il dit que toutes les actions d'un homme, les bonnes actions d'un homme, ne valent rien en parallèle de son comportement à la maison. J'explique. Si on a une personne qui, dehors,
et d'un cœur, mais d'une largesse et d'une disponibilité, d'une écoute, d'une présence, mais infinie. On l'appelle à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, été, hiver. Il est malade, il vient. T'as besoin, je viens, je suis là. T'as besoin de parler, je t'écoute. Je suis là pour toi. Pour tout le monde, il est là. Et au niveau financier, on l'appelle campagne de dons pour un. Vous voulez combien? Vous avez besoin? Je vous donne. D'accord? Moi, je donne à tout le monde. Je suis généreux, je donne. Il est là, il fait. Mais dans son couple, c'est pas le même bonhomme. D'accord? Quand sa femme, elle l'appelle, elle lui dit j'ai besoin de toi, j'ai besoin de te parler quelques minutes, est-ce que tu peux m'accorder juste 5 minutes? Là, il n'est pas là. Mais il vient de raccrocher de 1h30 de discussion avec quelqu'un d'autre qui avait besoin de lui. Et dans un quart d'heure, il va peut-être répondre à un autre appel. Mais quand c'est sa femme, non, bon, on va s'en sortir. Elle va s'en sortir sans moi, ça va, c'est bon. D'accord? Pareil financièrement. Dehors, il donne. Large. Philanthrope. D'accord? Mais quand sa femme le sollicite, chérie, tu comprends, là, on est un peu serré dans les comptes. Hein. D'accord? Et donc, du coup, il ne les donne pas. Le Rav Wolbe dit que toutes les bonnes actions qu'il a faites à l'extérieur, quand il arrivera en haut, lui, il s'attend à arriver au jugement dernier, il s'attend à un tapis rouge. D'accord? Avec un concerto qui l'accueille. D'accord? Avec, je dis, un orchestre de malades. On a la grande star qui débarque. D'accord? Il a donné des chiours de Torah dans les plus grandes salles. Il avait des centaines de personnes qui venaient à ses cours. Et derrière, il donnait de l'oseille. Il était là, il était disponible. Non. C'est le type, c'était une star. Donc il s'attend, il va y avoir tout le monde pour l'accueillir. Eh bien, si ce n'était pas cohérent à la maison, tout ça, zéro. Poubelle. Et il arrive en haut, il ne comprend rien. Zéro. Pourquoi? Parce qu'en fait, le travail d'une personne, c'est dans sa maison. On a dit Shlom Bayit. D'accord? Qu'est-ce qu'on attend d'un homme? C'est dans sa maison. C'est là que les enjeux se trouvent. C'est là qu'on attend en tournant. C'est là le terrain de jeu, d'accord? Le terrain de vie, c'est dans la maison. Tout le reste, c'est poubelle. Après, si on peut voir les deux, avec plaisir. On peut faire les deux avec plaisir. D'accord? Et donc, aussi, ce qui est intéressant, on finit là-dessus, c'est que si on a conscience que le vrai visage d'une personne, c'est ce qu'on va voir à l'intérieur. À l'extérieur, bon, il fait ça parce qu'il en retire des honneurs, il en retire une considération, etc., etc. Mais chez lui, vu que c'est déjà acquis, sa femme elle est déjà là, donc voilà. Donc le vrai visage d'une personne, c'est chez lui. Et donc c'est ce qui va être dans le cadre de son couple. Et ben, c'est important de le savoir pour vous, en tant que jeune homme et jeune fille qui n'êtes pas encore mariés, que quand vous allez être face à une personne que vous rencontrez, avec qui vous envisagez éventuellement de vous marier, vous allez voir chez cette personne certaines qualités humaines, des qualités qui crèvent les yeux. Waouh, quelle personne, quelle personnalité, tellement à l'écoute, tellement disponible, et tellement gentille, tellement agréable, tellement généreuse, tellement plein de choses. Et vous allez vous dire, bah, c'est bon, là j'ai touché le gros lot, là, je suis au top. Non. Alors c'est déjà mieux ça que quelqu'un qui est ras des pâquerettes, parce que si déjà il est ras des pâquerettes avant, alors que ce sera après. Mais partir en se disant, ah ben au moins j'ai ça c'est coché, ça c'est bon, j'espérais ça, j'ai ça. Erreur. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il n'y a pas les enjeux. Pour l'instant, dehors, il a 10 000 raisons, motivations, qui le poussent à être cette personne que vous avez face à vous. Mais est-ce que c'est un gage de sécurité, de tranquillité, d'assurance que vous aurez la même personne face à vous une fois marié? Que dalle. Alors, c'est encore une fois mieux que s'il n'y avait rien. Mais soyez prudents. Alors quand vous allez me dire, alors on fait comment? Eh bien, il faut sonder les petites choses. On a déjà parlé de ça également dans un cours il n'y a pas tellement longtemps. Oui, on a parlé de ça dans le choix de Moshe Rabbeinu, de Moïse pour être notre guide, Moshe Rabbeinu, et David Améler pour être notre roi. Les deux avaient un point commun, ils étaient bergers. Et dans les deux, le Midrash nous raconte une petite histoire de ce qui s'est passé avec chacun d'eux, qui y avait un petit mouton qui s'était barré, ils sont partis le récupérer, ils l'ont mis sur les épaules, ils l'ont ramené. Petite histoire banale. Et sur ça, Dieu va dire à Moïse, bah, comme j'ai vu que tu as pris soin d'un petit mouton, d'accord, eh ben, je vais te confier mon troupeau tout entier. Il fait référence au peuple juif, d'accord. Je vais te confier mon troupeau parce que tu as fait attention à cette petite brebis. Mais Moïse, si on remonte un peu en arrière, il a fait des actes de bravoure bien plus grands. Moïse, quand il y a eu l'histoire avec l'Égyptien, il est venu, il l'a tué, il l'a enterré sur place, il risquait sa vie. Moïse, ensuite, il est parti, il a pris sur lui, avec les filles de Tzipor, avec les filles de Yitro, les sœurs, au bord du puits, il y avait plein de bergers qui auraient pu l'éclater. Moïse, il a fait plein de choses, d'accord, dans sa vie. Et pourtant, c'est ça qu'on prend en compte. Une petite action comme ça qui, pour nous, semblerait vraiment banale. Pareil, on donne d'autres exemples. On va voir les nourrices, les sages-femmes en Égypte. On a Shifra et Pora, qui sont en fait Myriam et Yocheved. Donc Yocheved, la maman de Moshe, et Myriam, la sœur de Moshe, qui vont recevoir l'ordre de Pharaon de mettre à mort tous les nouveau-nés mâles du peuple juif.
Parce qu'ils ont reçu, on a entendu qu'il allait avoir un libérateur, donc il faut tous les tuer. Ils ont reçu l'ordre de la part de Pharaon directement de venir les tuer. Et elles ne les tuent pas. Elles les font vivre, et non seulement elles les font vivre, d'abord donc elles les font vivre au risque, au péril de leur vie, clair et net, il n'y a pas la moindre hésitation, et en plus elles ne s'arrêtent pas là. Elles s'arrêtent et elles vont faire le tour des maisons pour réussir à ramasser de l'argent, à ramasser des vivres, pour donner à la famille qui a besoin et à l'enfant qui a besoin, une fois qu'il naît. D'accord ? Donc elles font des actes de bravoure incroyables. Pourtant, quand la Torah, elle les appelle, elle leur donne leur nom qui, comme on le sait, le nom il définit l'essence de la personne, on les appelle Shifra et Pourra. On n'appelle pas Myriam et Yocheved, on appelle Shifra et Pourra. On les nomme en fonction de leur essence, de leur nature. C'est quoi Shifra et Pourra ? Rachid explique. Ça veut dire qu'elles embaumaient le bébé, elles le couvraient avec des huiles, des baumes, d'accord ? Et l'autre lui chantait des chansons pour l'endormir, des comptines. Voilà comment on les nomme. Voilà. Mais encore une fois, la même question. Mais si déjà tu leur donnes un nom qui va exprimer leur nature, leur essence, donne un nom qui reflète le fait qu'elles aient mis leur vie en péril. Pas le fait qu'elles chantaient des comptines. On s'en fiche des comptines. C'est bateau à côté du reste. Non. Parce que ce qui définit l'identité d'une personne, c'est les petites choses. Parce que les grandes choses, c'est facile de faire des grandes choses. Enfin, c'est facile. Ça peut être facile, parce que ça peut être motivé par plein de choses. Ça me procure à moi un vrai sentiment d'une personne, forte, courageuse et qui a du caractère, qui sait, voilà. Et aux yeux des gens aussi, ça me montre que ça montre une image de moi qui est extrêmement positive, d'accord, et valeureuse. Et ben en fait, ça compte pas. Ça compte pas. C'est pas de cela qu'on définit une personne, c'est par rapport aux petites choses. Donc, pour finir là-dessus, quand on va être face, justement, vous allez être face à quelqu'un qui semble avoir certaines aptitudes et certains traits de caractère hyper positifs, d'accord ? Alors, c'est bien, d'accord ? Mais maintenant, pour avoir un gage de sécurité, de sérénité, pour savoir ce que la personne a réellement, ce qu'elle est réellement au fond d'elle, eh bien, il faut mettre l'accent sur les petites choses. Il faut chercher à cibler les petites choses, les petites actions. Quand on ne la regarde pas, quand elle n'est pas ici dans l'expression publique de sa personne, comment elle est dans des situations banales, basiques, que d'autres personnes ne feraient pas attention, comment elle fait. Moi, je le dis aussi souvent, j'ai un rave, mon Rosh Kollel, mon rave, celui que je considère comme mon rave, c'est une personne que les gens verraient et diraient, bon, c'est une personne lambda, pas grand chapeau, pas grande barbe, c'est pas un orateur hors pair qui va réunir des centaines de personnes, c'est quelqu'un de simple. Mais moi, j'apprécie cette personne, et je ne suis pas le seul, par les petites choses. C'est-à-dire, il va rentrer dans le Beth Midrash, dans la maison d'études, il y a un mouchoir qui traîne, mais il le ramasse. Parce que c'est pas kavod, ça se fait pas pour la salle, pour la maison d'Hachem d'avoir un mouchoir par terre. Il va venir, il va faire un sourire, un petit regard. C'est des petites choses, que des petites choses. Il n'y aura jamais un éclat, d'accord ? Quelque chose, waouh, qu'on pourrait voir des fois chez d'autres, quelque chose d'incroyable, un comportement qui sort du commun, d'accord ? Et là, waouh, c'est pas ça qui compte, les petites choses. Parce que les petites choses, c'est naturel. Quand quelqu'un fait les choses naturellement, c'est ça, c'est son essence, c'est sa personne. Alors que les grandes choses, on peut les faire de façon spontanée, d'accord ? Mais plutôt, on va dire, motivé par autre chose. C'est pas ça qui définit une personne. Ok, on s'arrête là pour ce soir. On a encore du coup pas mal de thèmes à développer. Tout de suite après le cours, si vous voulez, je vous prends les numéros pour vous mettre sur le groupe pour les prochaines sessions. Maintenant, je pense ne pas avoir vu tout le monde sur le billet web, les inscriptions pour le cours de ce soir. Donc je compte sur vous pour le faire, s'il vous plaît, tout de suite. C'est hyper important, on l'a déjà dit, on le répète. Et on fait notre petit tour de table en commençant avec Thomas, d'accord ? Pour montrer comme quoi vous êtes présent, vous êtes là, d'accord ? Bravo Myriam, Jonathan et notre ami Michael. Bravo à vous pour votre écoute et votre présence.